Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire dédié au Ségur du numérique en santé et plus particulièrement à l'atteinte des cibles CNES volet 1 et volet 2. Comme d'habitude, on vous mettra le support de présentation en ligne sur le site de l'agence avec le replay que vous allez également recevoir par mail dès la fin de la session. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc aujourd'hui, deux intervenantes pour cette présentation et répondre à vos questions. Donc Nolwenn François de l'ANS et Inès Gouil côté DGOS ministère. Je vous passe la main et puis bon webinaire à tous. Merci Elodie. Bonjour à tout le monde. Comme vient de le dire Elodie, on va se partager la parole avec Inès et je vais, pour commencer, vous présenter un peu l'introduction de ce webinaire, les objectifs et faire quelques rappels sur le sens avant qu'on passe à CNES. Donc, on est… ah oui, alors je peux changer les diapos moi-même, c'est ça? Oui. Je me disais aussi, ça ne bouge pas, mais c'est normal, c'est moi. Voilà, donc le programme de ce webinaire. L'idée, c'est bien de travailler sur l'atteinte des cibles d'usage avec quelques petits rappels sur les grands principes au départ. Et puis, vous aurez tout le loisir de poser les questions dans le chat et nous y répondrons au fil des sujets et du temps qu'on pourra libérer aussi pour traiter ces questions et de toute façon dans le chat. Voilà, donc un petit rappel sur les enjeux. Je pense qu'à ce stade, vous connaissez tous maintenant l'ensemble de ce dispositif. C'est son investissement de 2 milliards d'euros et son découpage en task force qui ont permis de définir des exigences minimales à mettre en place dans le cadre d'un financement à l'équipement, donc de financement de versions logicielles sur un ensemble de types de structures, d'activités, de professionnels de santé et les programmes de financement à l'usage dont fait partie CNES pour les établissements de santé et d'autres qui existent pour les autres professions, notamment tout ce qui est avenant aux conventions avec l'assurance maladie pour les médecins de ville, les laboratoires, les centres de santé, etc. Voilà, je ne m'étends pas plus que ça sur le sujet. Donc, dans la liste, j'ai oublié la partie médico-sociale avec des exigences qui ne sont pas encore publiées sur la totalité du périmètre. Elles sortent progressivement. On aura bientôt les dernières et avec un programme donc, de financement à l'équipement qui s'imbrique dans le programme ESMS numérique qui existait antérieurement à ces dispositifs Ségur. Voilà pour l'ensemble de cette présentation initiale, sachant qu'on reviendra aussi un peu sur la partie réglementaire, puisqu'il n'y a pas que les incitations financières au travers de ce programme. Quelques chiffres sur le dispositif SONS, donc le financement à l'équipement de versions logicielles référencées Ségur, donc qui répondent à ces fameuses exigences minimales, avec ces exigences qui sous forme de cahier des charges un petit peu auxquelles doivent répondre les éditeurs qui sont découpés par fonction logicielle. Je pense que je fais un peu des rappels pour tout le monde, mais parfois c'est pas mal de revenir aux fondamentaux. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, sachant que la dernière date possible pour… la dernière date possible pour les commandes, pour que les éditeurs transmettent les bons de commande des structures d'établissements et professionnels de santé pour la prise en charge par l'État de ces dispositifs, enfin de ces commandes, c'est le 30 novembre à 14 h. Donc, c'est important de rappeler là cette date qui est en train d'arriver très, très vite. Donc, 85% des établissements de santé répertoriés dans notre liste sur la base des FINES PMSI ont aujourd'hui, au 14 novembre, plus précisément, passé commande d'au moins un logiciel parmi référentiel d'identité, dossier patient ou plateforme d'intermédiation, avec, comme vous voyez, le découpage par grande fonction. Il y a des petites variations puisque tous les établissements n'ont pas… pas forcément selon leur configuration, besoin de commander une version logicielle pour l'ensemble de ces fonctionnalités
Pour exemple, celui que je prends à chaque fois d'ailleurs, je crois, dans le référentiel d'identité, certains établissements avaient déjà mis en place tout ce qui était récupération, qualification de l'INS et diffusion au système d'information, ce qui représente la majorité des fonctionnalités dans le cadre de ce Ségur, donc n'auront pas forcément passé une commande financée par l'État dans le cadre du dispositif SONS. Sur les laboratoires en établissement de santé, on est alors il y a deux parties, hein, il y a le transcodage en LOINC pour pouvoir alimenter coder les analyses. On est à 34% d'établissements qui ont passé commande et 27% sur le système de gestion de laboratoire pour la génération et l'envoi des comptes rendus d'analyse. Je vous ai mis une petite information parce que, bien évidemment, en tant qu'établissement de santé, vous êtes intéressé aussi pour savoir si les laboratoires en ville qui fournissent un certain nombre d'analyses pour les établissements également sont équipés. Donc, on a 52% de commandes à ce jour. Et pour ce qui est des plateaux d'imagerie en établissement de santé, on est à 33% de commandes de plateaux d'imagerie identifiés qui ont commandé une version Ségur. Voilà où on en est aujourd'hui, sachant que parmi toutes ces commandes, certaines versions sont déjà installées. Certains parmi vous, j'imagine, ont leur version installée. Mais la deadline reste bien pour tous les périmètres affichés sur cette diapo le 28 avril 2023 pour avoir validé l'installation de la version Ségur. Petite statistique sur l'alimentation du DMP. Alors, c'est écrit en tout petit. Vous avez une courbe par type d'examen. On voit la progression depuis presque 2 ans de l'alimentation du DMP. Et on voit bien que depuis un peu avant l'été, on a une très, très forte progression qu'on imagine bien liée d'une part à l'évolution des logiciels qui produisent ces documents, mais également à la diffusion, à l'ouverture massive de mon espace santé, donc de DMP pour l'ensemble des bénéficiaires, ce qui a permis donc d'avoir une montée très, très importante de l'alimentation de documents. Vous voyez qu'on a en tête de pont les lettres de sortie d'hospitalisation, ainsi que les ordonnances de sortie, qui sont les principaux documents. Après, bien sûr, des comptes rendus opératoires, c'est un peu normal, il y en a moins. Et puis, on retrouve encore des comptes rendus hospitaliers qu'on pourrait, qui dans beaucoup de cas, finalement, retrouvent le périmètre informatif de la lettre de liaison, et probablement, on aura de moins en moins de comptes rendus hospitaliers au profit des lettres de sortie d'hospitalisation, voilà, et des comptes rendus de biologie et d'imagerie également qui continuent à progresser. À propos de l'alimentation du DMP, on ne vous a pas mis la diapo là sur le webinaire, mais un petit rappel sur les commandes de certificats, puisque ces statistiques-là, pour les établissements de santé, sont issues de l'identifiant finesse inclus dans les certificats par lesquels l'établissement s'identifie auprès du DMP. Donc, c'est sur cette base qu'on relève et que si certains d'entre vous connaissent le système de pilotage du DMP ou élastique, les statistiques qui ressortent permettent d'identifier, vous donne des chiffres à partir de l'identification finesse du certificat utilisé pour l'identification. Donc, on rappelle que pour un établissement public, on peut avoir un certificat par personne morale. On cible le certificat sur le finesse juridique de la personne morale, mais si vous aviez déjà un finesse rattaché un certificat rattaché à un finesse géographique, il peut être mutualisé au sein d'une entité juridique, personne morale. En aucun cas, on ne peut le mutualiser sur plusieurs personnes morales. Donc, au niveau des GHT, on doit avoir plusieurs certificats identifiant chaque personne morale du GHT. Et pour ce qui est des établissements privés, on est dans le cadre d'un finesse géographique pour permettre d'identifier chacun des sites géographiques d'une structure, même au sein d'un même groupe ou d'une même personne morale. De manière générale, les règles qui s'appliquent sont celles du finesse PMSI, en fait,
pour être aligné et cohérent avec le suivi que l'on fait au niveau du programme Ségur. Voilà, et si vous avez besoin de plus de détails sur ce sujet, on a des équipes à votre disposition, mais je vous invite aussi à récupérer et consulter le guide de commande des certificats qui se trouve sur la page Ségur Hôpital de l'ANS. Voilà, et un petit rappel informatif également sur le cadre réglementaire, puisque l'arrêté du 22 avril 2022 a été publié dans lequel on trouve en fait la liste des documents ainsi que la date d'application qui doivent obligatoirement être transmis au DMP par MS Santé. C'est là-dessus qu'on s'appuie aussi dans le cadre du Ségur pour définir les envois au DMP qu'on mesure dans le cadre de ces programmes financés comme SONES. Voilà, donc vous pourrez tout à fait le consulter sur Légifrance et je laisse la parole à Inès pour la suite de ce programme. Merci Nolwenn. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, comme vous le disiez Nolwenn en introduction, l'objet de cette présentation, c'est surtout de revenir sur la compréhension des indicateurs d'usage, puisqu'on a pas mal de questions, notamment à travers les établissements qui se sont engagés dans la fenêtre 1 qui s'est clôturée. Pas mal d'établissements par rapport à leur retour d'expérience nous ont fait part de leurs questionnements et donc à ce titre, on a jugé utile de capitaliser sur toutes ces questions et d'apporter les réponses de manière à ce que ça bénéficie au collectif et en particulier aux établissements qui s'engagent dans les fenêtres 2, 3 et de manière un peu plus lointaine sur la fenêtre 4 du programme SONES qui sera la dernière fenêtre du programme. Alors, petit rappel aussi, mais très bref parce que je pense que maintenant tout le monde doit savoir ce qu'on entend par SONES. Donc, SONES, c'est un programme d'incitation financière qui figure parmi l'un des dispositifs de soutien financier qui embarque en fait qui est embarqué dans la logique Ségur numérique. Et donc, c'est un dispositif de soutien financier qui s'adresse aux établissements sanitaires et exclusivement aux établissements sanitaires. C'est un dispositif du coup de soutien direct aux établissements, à l'instar de ce que certains ont pu connaître dans le cadre d'Open, à savoir que dès lors que vous candidatez et que vous répondez aux exigences, notamment d'usage du programme SONES, eh bien, un montant forfaitaire vous sera attribué de manière directe que vous pourrez réclamer en vous adressant à la Caisse des dépôts et de consignation. L'objectif de ce programme est d'encourager du coup l'usage des services socles à travers du coup le développement des usages autour de l'alimentation du DMP, autour de l'utilisation de la messagerie sécurisée de santé à la fois professionnelle et citoyenne, avec comme point commun qu'on retrouve dans le cadre de la transmission de documents de santé, l'obligation de référencer les documents de santé qui transitent en dehors des murs de l'hôpital avec une identité nationale de santé qualifiée. Tout ceci, bien entendu, sert directement mon espace santé, puisque à travers la brique, d'une part, DMP et d'autre part, messagerie sécurisée santé citoyenne qui sont intégrées dans mon espace santé, et bien finalement, vous constituez en tant qu'établissement sanitaire les producteurs, en fait, enfin le moteur, si on peut dire, de mon espace santé, puisque vous allez contribuer directement à alimenter mon espace santé à travers l'alimentation du DMP des patients et à travers également le développement des usages autour de la messagerie de santé sécurisée citoyenne. Ce programme, du coup, s'inscrit dans la continuité d'Open. Je l'ai déjà dit, je ne reviendrai pas là-dessus, tout simplement parce qu'on s'inscrit tout comme Open dans une logique de rétribution à l'usage. Et enfin, en termes de gouvernance, donc le programme SONES, il est piloté, enfin, il est la DNS qui pilote le dispositif Ségur dans sa totalité a confié le pilotage opérationnel du programme SONES à la DGOS, qui s'appuie sur les agences régionales de santé qui ont la responsabilité de mettre en œuvre dans les territoires le programme SONES, à la fois en termes de suivi d'avancement de projet, mais également de délégation de financement, dès lors que les ARS attestent du fait que les établissements engagés ont atteint les cibles d'usage SONES. Donc, très rapidement, on a voulu vous schématiser la logique de SONES qui se segmente en deux volets qui correspondent aux deux objectifs d'usage qu'on souhaite poursuivre. Le premier objectif autour du volet 1,
alimentation du DMP. Et le deuxième objectif, autour de l'usage de la messagerie sécurisée de santé professionnelle et citoyenne. Ces deux volets qui correspondent du coup aux deux objectifs d'usage qu'on souhaite adresser, eh bien en fait, on va les traduire en exigences d'usage à travers en fait des indicateurs d'usage. Sur le volet 1, donc on demande aux établissements qui candidatent au volet 1 de s'engager dans l'alimentation du DMP en identifiant les types de documents qu'on souhaite retrouver dans le DMP à travers SONES. Donc, le premier type de document est incarné à travers le domaine 1 qu'on appelle document de sortie. Et donc, à travers ce domaine 1, on demande aux établissements d'alimenter le DMP en lettre de liaison de sortie, en ordonnance de sortie. Et à ces deux indicateurs qui sont, entre guillemets, les indicateurs durs du domaine 1, qui sont solidaires, eh bien, vous pouvez, si vous le souhaitez, candidater à des bonus qui vous permettront d'abonder en fait votre montant forfaitaire du domaine 1 dur sur la base de plus 10%. Le premier bonus donc, concerne l'alimentation du DMP en compte rendu opératoire et le deuxième bonus correspond à l'alimentation du DMP à partir d'une partie de l'historique des documents contenus dans votre DPI. On a également du coup spécifié la structuration des documents qu'on souhaite retrouver dans le DMP de manière à ce que ce soit également du coup plus simple d'identifier les documents en termes de consultation une fois que justement la consultation sera généralisée et c'est ce qui fera l'objet de la vague de SONS. Donc, on retrouve sur la lettre de liaison de sortie et l'ordonnance de sortie, enfin sur tous les documents, si je puis dire, du domaine 1, tous les documents qui doivent alimenter le DMP doivent être structurés au format CDR2 niveau 1. Et on retrouve à chaque fois l'obligation, c'est ce qui fait l'ADN de SONES, l'obligation de retrouver dans les documents de santé qui viennent alimenter le DMP la référence à une INS qualifiée. Donc ça, c'est le domaine 1, document de sortie. Nous avons également un deuxième domaine qui adresse l'alimentation du DMP en compte-rendu d'examen de biologie. Et là, on a une exigence supplémentaire sur le niveau de structuration puisqu'on s'inscrit dans de la structuration au format CDR de niveau 3. On retrouve toujours l'INS qualifié. Et enfin, sur le domaine 3, donc l'alimentation du DMP en compte-rendu d'examen d'imagerie. Donc là, on adresse bien les comptes-rendus d'examen. On ne demande pas aux établissements d'alimenter le DMP à partir des examens, mais bien à partir des clichés d'imagerie, mais bien des comptes rendus d'examen d'imagerie. Et donc là, on s'inscrit dans toujours la logique de structuration CDR de niveau 1 et on retrouve toujours l'INS qualifié. Donc ça, c'est le volet 1 qui adresse l'alimentation du DMP où on vient typer on spécifie les types de documents qu'on souhaite retrouver dans le DMP et qui font l'objet d'un financement SONES. Et ces types de documents sont traduits à travers 3 domaines. Domaine 1, document de sortie. Domaine 2, biologie. Domaine 3, imagerie. En termes de candidature, bien entendu, vous pouvez candidater sur une même fenêtre au domaine 1, 2 ou 3 et 3. Ou alors séquencer votre candidature par domaine en fonction de votre stratégie et donc avoir une première candidature sur le domaine 1 dans le cadre d'une fenêtre et une deuxième candidature, voire une troisième en fonction du moment où vous êtes inscrit dans SONES sur le domaine 2 et le domaine 3. Voilà, vous n'êtes pas obligé de candidater aux 3 domaines du volet 1 en même temps. Par contre, ce qui est important de vous dire dès maintenant, c'est que pour bénéficier du forfait domaine 1, il faut obligatoirement que vous ayez atteint les cibles en termes de lettre de liaison de sortie et d'ordonnance de sortie. Voilà. Ce sont vraiment 2 indicateurs qui sont solidaires et qui traduisent le financement que vous pourrez avoir en termes de domaine 1. Si vous n'atteignez pas l'un des 2 indicateurs, on considère que le domaine 1 n'est pas atteint. En revanche, le domaine 2 et 3, comme ils sont constitués d'un seul indicateur, bien entendu, vous pourrez les atteindre de manière indistincte en fonction des fenêtres. Sur le volet 2, on adresse la messagerie sécurisée de santé professionnelle et citoyenne. Et là, nous avons 3 indicateurs qui sont 3 indicateurs également solidaires. C'est-à-dire que si vous voulez prétendre au financement du domaine 4, il faut que vous ayez atteint les exigences d'usage sur ces 3 indicateurs. Donc, un premier indicateur sur l'envoi de documents de santé via la MSS Pro. Un deuxième indicateur sur l'envoi de messages aux patients via la MSS citoyenne, que ces messages intègrent ou non des pièces jointes.
et un troisième indicateur sur la présentation de cas d'usage en CME qui correspond à un indicateur qualitatif. Sur le premier indicateur, envoi de documents de santé via la MSS professionnelle, on attend du document qui est inséré dans le message MSS Pro qu'il soit structuré au format CDA, voilà, et qu'il intègre l'INS qualifié. Par contre, on ne vient pas typer le document nécessairement comme on le fait dans le volet 1. Charge à l'établissement de choisir le document joint dans ce message. Et concernant la messagerie sécurisée de santé citoyenne, là, vous avez bien vu qu'il y avait possibilité de transmettre des messages aux citoyens sans pièce jointe. Et donc, du coup, on ne vient pas donner plus de spécifications de ça non plus sur s'il y a des pièces jointes, le type de documents qui peuvent concerner les citoyens que vous adressez. Sur la présentation des cas d'usage en CME, donc là, c'est un indicateur qualitatif. L'idée, c'est vraiment d'être dans une conduite d'accompagnement, enfin, dans une logique d'accompagnement au changement dans votre établissement pour présenter en CME ou équivalent mon espace santé et les usages à développer autour de la messagerie sécurisée de santé citoyenne. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la manière dont on quadrille CNES en termes d'indicateurs d'usage, en termes de volumétrie d'établissement. Donc, on est très content et merci à vous puisqu'on constate quand même que CNES, c'est un programme qui intéresse très fortement les établissements. On a à date près de 2000 établissements qui ont montré un intérêt pour CNES. Ça veut dire qu'ils ont au moins candidaté. Après, la candidature n'a pas forcément été acceptée du premier coup, mais ils ont fait acte de candidature, ce qui témoigne de leur intérêt. Sur la fenêtre 1, on a 877 établissements qui ont été retenus en fenêtre 1, 1003 établissements retenus en fenêtre 2 et 587 établissements retenus en fenêtre 3. La fenêtre 3 s'étant clôturée en termes de candidature au 31 octobre. Et les ARS ont jusqu'au 31 décembre 2022 pour instruire les dossiers. Et donc, la prochaine fenêtre de candidature, qui sera la dernière fenêtre du programme CNES, la F4, eh bien, en termes de candidature, elle s'ouvrira entre le 1er mars et le 30 avril 2023 pour des usages à mettre en œuvre entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023. Alors, du coup, passons directement également maintenant, une fois que je vous ai présenté très rapidement le CNES, et la présentation sera disponible en replay. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette présentation, à nous les adresser par chat. On souhaitait revenir sur finalement ce qu'on a identifié comme questions redondantes sur le sujet des indicateurs d'usage, très fortement sur le volet 1, un peu moins sur le volet 2, puisque les établissements se sont lancés un peu plus dernièrement sur le volet 2. Donc, on a un petit peu moins de choses à vous communiquer sur le volet 2, mais quand même quelques questions qui pourront vous être utiles pour ceux qui ont candidaté sur le volet 2. Donc, concernant le volet 1, l'alimentation du DMP et les API. Donc, on rappelle que les documents qui viennent alimenter le DMP, dans le sens des indicateurs CNES, doivent être référencés avec une INS qualifiée, à la fois au niveau du PDF, avec le data matrice et le cartouche INS, on reviendra là-dessus après, mais également au niveau des en-têtes CDA-R2. Et ceci pour toutes les fenêtres du financement du programme CNES. D'un point de vue technique, jusqu'à fin 2022, donc on est très proche, l'utilisation de l'INS qualifiée pour alimenter le DMP, certes, n'est pas obligatoire lors de l'appel au téléservice DMP. Toutefois, comme on vous demande dans le cadre de CNES de mobiliser l'INS qualifié, on vous recommande très très fortement d'alimenter le DMP exclusivement à partir de l'API V2 en utilisant l'INS qualifié et non pas l'INS calculé qui est mise en œuvre dans le cadre de l'API V1. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est entretenu sur ce sujet avec la CNAM qui a été très explicite sur le fait que alimenter le DMP avec de l'API V1, donc à partir de l'INS calculé, alors même que nous, on demande de l'INS qualifié, c'est quelque chose qui n'a jamais été expérimenté et qui peut être très fortement source d'erreur en termes d'identification patient. Et donc, c'est une responsabilité côté établissement qui sera prise, mais s'il y a une collision d'identification, bien voilà, ça peut entraîner des choses assez graves. Et donc, du coup, on souhaite au niveau national vraiment avoir une recommandation forte sur le fait que dans le cadre de CNES, à partir du moment où on vous demande d'alimenter le DMP dans une logique d'INS qualifiée, on vous demande de mobiliser l'API V2 avec INS qualifié. Donc, l'API V1 INS calculé et l'API V2 sans INS qualifié
à savoir les versions strictement inférieures à la V2.4, seront par ailleurs définitivement arrêtées en fin 2022. Quand on vous dit fin 2022, alors ça ne veut pas dire qu'au 31 décembre 2022, tout va s'arrêter d'un coup, bien entendu, mais pour autant, il faut quand même vous mettre dans une cible d'arrêt très prochaine et du coup d'anticiper, voire d'être actuellement en cours du passage sur l'API V2. Voilà. On n'a pas la date exacte auprès de l'assurance maladie sur la date à laquelle sera définitivement arrêtée l'API V1, mais sachez qu'en tout cas, la date approche. Et donc, si ce n'est pas exactement au 31 décembre 2022, ça sera en début d'année 2022, très certainement. Dès qu'on aura la date, on vous la communiquera et puis la CNAM le fera également auprès des éditeurs. Voilà. Donc, en tout cas, mettez-vous dans la cible qu'effectivement, l'API V1 a vocation à disparaître prochainement. Ensuite, on a eu pas mal de questions sur les DMP, comment on dénombre les DMP existants. Alors, on a fait, nous également, avec ce qu'on avait en termes d'idées pour vous apporter un appui méthodologique. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthode qu'on a pu mettre en œuvre parce qu'il y a une méthode beaucoup plus facile maintenant, dès lors qu'on sait le nombre qu'on a le taux moyen d'ouverture de compte Mon Espace Santé sur le territoire. Pour autant, c'était quand même important qu'on le justifie dans le cadre de ce webinaire. En fait, on a eu des établissements qui ont eu du mal à dénombrer les DMP existants parce que lorsque finalement, ils ne réussissaient pas à qualifier les identités de certains patients, eh bien, dès lors, ils ne savaient pas dire si le DMP associé à ces types de patients était existant ou non. Et donc, pour ne pas les bloquer, notamment pour les établissements F1, dans le dénombrement du dénominateur des indicateurs du volet 1, on a proposé un appui méthodologique pour estimer au plus près le nombre de DMP existants. Ça, c'était une méthode qu'on avait proposée dans le cadre de la F1 pour ne pas freiner les établissements dans la comptabilisation de leurs indicateurs. Mais depuis le 3 novembre dernier, on a désormais officialisé les chiffres autour de la création au niveau du territoire des comptes Mon Espace Santé. Et il en ressort que moins de 2% des usagers se sont opposés à la création de leur compte. Et donc, au niveau national, on considère que 98% des assurés disposent d'un compte Mon Espace Santé et donc d'un DMP existant. Que le citoyen ait ou non activé son espace santé. Quand bien même un citoyen n'a pas activé son espace santé, c'est-à-dire n'y est jamais allé, vous avez quand même en tant qu'établissement la possibilité de l'alimenter. Donc, il faut le prendre en compte dans le dénombrement des séjours avec DMP existants. Et donc, vous pouvez utiliser désormais ce taux officialisé de 98% pour venir proratiser votre nombre de séjours sur votre période d'observation de l'indicateur, ce qui vous permettra du coup d'atterrir facilement sur le nombre de séjours avec DMP existants. Donc, voilà maintenant la méthode qu'on vous propose. On a eu également pas mal de questionnements sur finalement comment il fallait typer les documents qui viennent alimenter le DMP dans le cadre de SunES pour s'assurer que côté finalement national, lorsqu'on réalisera les contrôles, on sera bien aligné sur la nature des documents qui est venu alimenter le DMP. Et donc, du coup, dans le guide des indicateurs d'usage, même si cette information préexistait à SunES, dans le cadre de la matrice d'habilitation du DMP, on a trouvé intéressant de venir enrichir le guide des indicateurs d'usage avec cette information pour que vous ayez au sein d'un document unique toutes les informations dont vous avez besoin pour bien, d'une part, typer vos documents et ensuite faciliter leur calcul dans le cadre de l'atteinte des cibles. Et donc, on vous a également mis, du coup, et ça, on insiste parce qu'on a vu que c'était vraiment source d'erreur, notamment dans le cadre de la F1, les types codes que vous devez mettre en œuvre en face de chacun des indicateurs pour qu'on soit aligné pour que vous soyez aligné avec nous sur le type de document qu'on souhaite retrouver dans le DMP. Donc, vous avez le type code lettre de liaison, qui a souvent été confondu d'ailleurs avec le type code compte rendu hospitalier.
Donc, c'est bien ce type code que vous devez utiliser, donc le 114-90-0. Sur la partie ordonnance de sortie, en termes de type code, on est beaucoup plus large au niveau de SUNES que la prescription uniquement médicamenteuse. Voilà. Donc, bien entendu, n'hésitez pas à valoriser tous les types de prescriptions que vous envoyez au DMP à travers les types codes du coup de prescription qu'on retrouve dans la matrice d'habilitation. On vous en a mis quelques-uns, mais la liste est plus longue, donc n'hésitez pas à consulter cette matrice. Ensuite, on vous a mis le type code du compte-rendu opératoire et idem pour le compte-rendu de biologie médicale et le compte-rendu d'imagerie. Les documents qui ne seront pas alimentés, qui alimenteront le DMP, mais qui ne seront pas typés avec ces types codes-là, forcément, de notre côté contrôle national, on ne les verra pas dans nos statistiques. Et donc, vous aurez peut-être, vous, l'impression d'avoir envoyé des lettres de liaison de sortie ou des ordonnances de sortie. Mais si, justement, ces documents ne sont pas typés avec les bons types codes définis dans la matrice d'habilitation, nous, ils ne ressortiront pas dans nos contrôles nationaux et donc on ne pourra pas les valoriser. Et il se peut qu'on ait un hiatus entre ce que vous déclarez au niveau local et ce que nous, on contrôle au niveau national. Donc, vigilance absolue à avoir sur les types codes et à anticiper le dialogue aussi avec vos éditeurs pour qu'ils respectent bien cette exigence. On a également eu des questions sur le DMP et finalement comment se positionne le patient par rapport à son acceptation ou non de l'alimentation du DMP. Donc, dans la nouvelle logique qu'on a aujourd'hui du DMP, on ne s'inscrit plus dans une logique de consentement du patient. Donc, le consentement du patient n'est pas nécessaire pour l'alimentation. On est sur l'alimentation. Par contre, les professionnels de santé ont une obligation d'information du patient sur l'alimentation de son DMP. Et cette information n'est à donner qu'une seule fois dans le cadre du suivi du patient. Bien entendu, le patient a la possibilité de s'opposer à l'alimentation de son DMP sur motif légitime après qu'il ait été informé de ses droits. Et donc, bien entendu, si un patient s'oppose à l'alimentation du DMP dès lors que vous l'avez informé du fait que vous alliez l'alimenter, eh bien, ce DMP, quand bien même il est existant, il ne faut pas que vous le comptabilisiez dans vos indicateurs. Il faudra l'expliquer aussi, du coup, quand vous déposerez vos éléments de preuve, parce que, du coup, on ne peut pas effectivement vous faire porter la charge de ne pas alimenter un DMP pour un patient qui qui aurait refusé l'alimentation. C'est logique. Donc, voilà. Donc, dès lors que vous avez une obligation d'information et non pas de recueil de consentement, et dès lors que vous informez le patient, si ce dernier s'oppose à son alimentation, eh bien entendu, vous n'alimentez pas son DMP, mais par ailleurs, dans SUNES, vous retirez du coup ce séjour du dénominateur de votre indicateur du volet 1. Voilà. Si vous souhaitez avoir plus d'informations autour justement du positionnement du patient par rapport aux droits et obligations, on va dire, du patient et des professionnels par rapport au DMP, on vous a mis en lien les fiches mémo Mon Espace Santé qui recouvrent une mine d'informations et qui seront très utiles au-delà de ceux de S et qu'on vous invite à consulter. On a eu aussi également le sujet des DMP et des patients décédés. Donc, les DMP des patients décédés ont vocation à être clôturés. Donc, je ne sais pas encore je ne pourrais pas vous dire l'échelle de temps à l'issue duquel le DMP est clôturé après la date de décès, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces DMP ont vocation à être clôturés. Donc, pour ces patients décédés, comme on sait que le DMP a vocation à être clôturé, il n'y a aucun usage métier et aucun sens, en fait, à alimenter le DMP de ces patients-là. Pour autant, il y a quand même un sens à transmettre de l'information sur ces patients-là, mais dans ce cas-là, on vous recommande plutôt d'utiliser la messagerie sécurisée de santé professionnelle, ne serait-ce que pour, par exemple, je ne sais pas, donner des informations au médecin traitant concernant d'une part le décès du patient et les conditions qui entourent son décès. Mais il n'est pas nécessaire d'alimenter le DMP d'un patient décédé, malheureusement. Et donc, du coup, pareil, pour ces patients décédés, les séjours donnant lieu à décès, eh bien, vous pouvez les retirer du dénombrement de vos indicateurs du volet 1
dans la mesure, enfin du domaine 1 surtout, dans la mesure où, voilà, comme ces DMP n'ont pas vocation à être alimentés, on ne vous encourage pas à les alimenter et donc on vous préconise de retirer ces séjours de votre dénominateur. Alors, on a eu aussi pas mal de questions en démarrage de programme, mais je pense que maintenant, c'est peut-être un peu plus compris. Ce qu'on entend par documents référencés avec une INS qualifiée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que SunES n'introduit pas une nouvelle exigence autour de l'INS qualifiée. Elle intègre en fait une exigence qui existait préalablement à elle et qui est portée par l'arrêté du 27 mai 2021 à travers le référentiel Identité nationale de santé qui décrit les conditions et modalités de mise en œuvre de l'obligation de référencement des données de santé avec l'INS. Et ces obligations sont par ailleurs également portées par le référentiel d'identito-vigilance qui, je le rappelle, est un référentiel opposable. Et donc, dans ce référentiel, tout comme à travers l'arrêté, on explicite bien que la transmission de documents de santé en dehors des murs de l'hôpital doit obligatoirement être référencée avec une INS qualifiée. Et donc, nous, dans SunES, on s'inscrit logiquement dans cette obligation qui préexiste à SunES. Donc, comment ça se traduit en termes de documents, en termes techniques? Donc, pour atteindre les usages du volet 1, mais d'ailleurs comme pour le volet 2, on aurait pu mettre la même slide pour le volet 2, pour les documents PDF, donc hors ordonnance de sortie, je reviendrai sur les ordonnances de sortie après, on demande à l'établissement de pouvoir intégrer l'INS, donc les traits INS et le data matrix dans le document PDF et que par ailleurs, on doit retrouver l'INS qualifié dans le document, enfin dans le CDA qui encapsule le PDF, suivant le référentiel du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Et donc, cette exigence, elle est également, vous la retrouvez en effet parallèle sur le dispositif SONS, puisque les éditeurs qui sont référencés doivent être en capacité également de fournir la fonction technique qui va vous permettre de générer des documents intégrant, référencés avec une INS qualifiée. Et donc, dans le document, dans le PDF, on vous a mis du coup, en fait, un exemple de cartouche et de data matrix qui sont bien deux objets différents. Le data matrix, c'est l'icône à droite que vous reconnaissez. Et le cartouche, c'est une manière, un format, une manière de présenter les traits INS. Les traits qu'on doit à minima retrouver INS, ce sont bien entendu les traits obligatoires. Si vous souhaitez rajouter d'autres traits, vous avez la possibilité de le faire, mais nous, on demande vraiment exclusivement les traits obligatoires. Donc, par exemple, sur le cartouche-là, vous avez à titre d'exemple l'adresse de messagerie sécurisée de l'usager. C'est un exemple qui vous a été fourni. Ça ne veut pas dire que vous devez intégrer nécessairement cette adresse-là, puisque ce n'est pas un trait obligatoire. On se limite uniquement à minima au trait obligatoire de l'INS. Et à côté, du coup, vous avez le QR code qui correspond au data matrix. Concernant l'ordonnance de sortie, alors, il y avait une confusion aussi. Sur l'ordonnance de sortie, on n'exige pas de retrouver les traits INS obligatoires et le QR code data matrix au sein du PDF, parce que voilà, les ordonnances de sortie parfois sont faites de telle manière que c'est compliqué de rajouter toutes ces informations-là. Si vous pouvez le faire, vous le faites. Sinon, voilà, nous, en tout cas, au titre de SunES, on n'oblige pas de retrouver ces informations-là au sein du PDF. Par contre, il y a obligation, bien entendu, de transmettre une ordonnance de sortie avec INS qualifié dans le cadre du CDA. Ça ne bouge pas. Quand on dit hors ordonnance de sortie, c'est uniquement sur la partie PDF, les traits INS et data matrix qui ne sont pas obligatoires. Par contre, on doit obligatoirement retrouver l'intégration de l'INS qualifié au niveau du CDA, et ceci pour tout type de document, y compris l'ordonnance de sortie. Ensuite, on a eu pas mal également de questionnements sur la lettre de liaison et le compte-rendu d'hospitalisation. Donc, la règle est la suivante. Si un compte-rendu d'hospitalisation intègre les éléments de contenu exigés dans la lettre de liaison, qui est définie par ailleurs dans le cadre de la réglementation HAS, alors il peut être considéré comme une lettre de liaison de sortie. En revanche, si vous voulez qu'on le comptabilise, nous, en tant que lettre de liaison de sortie dans le DMP, il faut obligatoirement que vous le typiez
en LDL. Parce que si vous venez le typer en CRH, il va ressortir en CRH et nous, on ne fait pas porter nos statistiques de vérification sur NES sur la typologie CRH, mais exclusivement sur la typologie LDL. C'est ce qui explique que souvent les établissements n'ont pas compris pourquoi ils n'atteignaient pas la cible, notamment dans le cadre de la F1 sur la LDL. Et ben en fait, on s'est rendu compte qu'ils n'envoyaient pas de LDL, mais exclusivement des CRH. Donc voilà, un point d'attention sur la partie typage de documents, en particulier avec LDL et CRH, qui sont deux types de documents qui se ressemblent, mais voilà, qui portent néanmoins deux dénominations différentes avec deux types codes associés. Donc, n'hésitez pas à vérifier ce point-là en amont de l'alimentation du DMP. Ensuite, alors, je regarde, avant de passer voilà, à la notion de séjour, peut-être, je ne sais pas, Nolwenn, si on a pu répondre à toutes les questions dans le chat. Est-ce que tu souhaites revenir sur certaines d'entre elles en lien avec ce que je viens de dire ou je continue? Non, on est sur les fenêtres, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure par rapport au bascule, même s'il y a une première réponse. Là, sur ICPS, je vais répondre dans le chat. Alors, est-ce que le taux se calcule en fonction du nombre de lits ou de patients traités? C'est pas le nombre de lits, non, comme tu étais sur la notion de séjour, ou tu veux traiter cette question avec les séjours, mais on est bien sur un nombre de séjours. En aucun cas, c'est le nombre de lits de l'établissement qui sert de référence. C'est ça, c'est ça. En fait, la notion de lit, plus ou moins, est liée, entre guillemets, à l'activité combinée. La notion d'activité combinée, en fait, elle est utilisée dans le cadre du calcul du montant forfaitaire auquel a le droit, en fait, l'établissement. Voilà. En fonction de la catégorie d'activité combinée dans laquelle se trouve l'établissement, ça lui donne un droit de financement par rapport à un montant de financement forfaitaire. En revanche, le calcul des indicateurs, il est exclusivement basé sur le volet 1, domaine 1, sur le nombre de séjours pour des patients disposant d'un DMP au moment de leur séjour. Voilà. Donc... Alors, on a une autre question. Alors, celle-là, elle rejoint tout à l'heure sur l'atteinte des cibles. Je propose qu'on la traite à la fin sur justement l'atteinte des cibles. Sur O6, il est encore mention de DMP existant avant l'entrée du patient. Or, il semble que cela soit DMP existant au cours du séjour, qu'il soit créé avant l'admission ou pendant le séjour. Oui. Donc Aussi, ça doit être modifié. Oui, voilà, ça, c'est quelque chose qui fera l'objet d'une modification. Mais ne tenez pas compte de cette notion au moment de l'admission. D'ailleurs, on l'a fait retirer du guide des indicateurs d'usage aussi, puisque c'est écrit comme ça initialement, mais parce que c'était hérité en fait du programme Open. Et comme aussi on a commencé SNES avant la généralisation de la création des comptes Mon Espace Santé, il était logique qu'on intègre cette notion-là au début du programme. Maintenant, il est vrai qu'effectivement, comme la création des comptes Mon Espace Santé est désormais depuis l'été généralisée, on a retiré dans le guide des indicateurs d'usage cette notion d'existence de DMP au moment de l'admission. On parle bien d'existence de DMP tout court de patients. Donc, voilà. Donc, ne prenez, ça change rien pour vous dans vos calculs. Vous considérez bien dans votre dénominateur, lorsque vous saisissez dans O6, on est bien sur le nombre de séjours pour des DMP existants, bien sûr, sur le mois d'observation de votre indicateur. Merci. Peut-être, alors sur l'INS, une petite demande de précision concernant le cartouche et le data matrix. Nous sommes d'accord que des éditeurs labellisés Ségur doivent nous proposer les solutions techniques pour intégrer ces éléments au PDF. Tout à fait, en fait, dans la version référencée Ségur, il y a cette fonction INS et pour tout document, en fait, c'est une exigence du référentiel national d'antivigilance. Tout document imprimable, c'est comme ça que c'est libellé, doit comporter l'INS, enfin les traits avec le cartouche qui reprend ces informations-là. Et donc ça, c'est une obligation dans le cadre du référencement Ségur.
Est-ce qu'on se fait une dernière petite question sur les séjours? Alors, attends, parce que les séjours, tu allais les commencer, donc je vais Oui, peut-être que je les introduis et puis on fait peut-être une petite pause après s'il y a des… Exactement, c'est ce que j'ai D'accord. proposé. Je te repasse donc la parole. D'accord, merci Nolwenn. Donc, sur la notion de séjour, on a capitalisé un petit peu sur les retours d'expérience open où on s'est rendu compte qu'effectivement, la notion de séjour était un petit peu à géométrie variable en fonction des établissements et c'est aussi légitime dans la mesure où voilà, l'activité des établissements étant scalée, on ne peut pas forcément adresser la notion de séjour de la même manière lorsqu'on est un MCO et lorsqu'on est un petit SSR ou un établissement psy ou un CLCC où on a des allées-venues de patients qui sont réguliers. Donc, du coup, on a travaillé avec l'ensemble des fédérations hospitalières pour s'accorder sur la notion de séjour qu'on souhaitait retrouver dans le cadre du dispositif SUNES. Bien entendu, cette notion de séjour, elle est à différencier parfois de ce que vous appliquez dans le cadre du PMSI. Nous, dans le cadre de SUNES, on est vraiment dans une logique d'alimentation du DMP avec la recherche finalement du moment où on considère qu'il est le plus opportun d'alimenter le DMP à partir finalement d'une information qui va servir la coordination du parcours vers les professionnels de santé qui entourent la prise en charge médicale du patient. Donc, le fil rouge, en fait, qui a été retenu pour définir la notion de séjour, c'est bien le moment où la lettre de liaison doit être produite par l'établissement, indépendamment de la notion de séjour dans le cadre du PMSI. Et donc, vous retrouvez dans le guide des indicateurs d'usage, pour chaque type d'activité portée par l'établissement, ce qu'on entend en fait par séjour et donc la manière dont vous devez, vous, considérer vos séjours et les comptabiliser en tant que tels pour vos indicateurs SUNES. Voilà. Donc, cette notion, elle vaut bien entendu pour SUNES et pas pour d'autres usages que SUNES, même si dans le cadre de la MCO, voilà, vous allez vous y retrouver. Là où c'est plus compliqué, c'est effectivement lorsque vous êtes dans une logique où vous avez des allées-venues patients qui ne génèrent pas forcément à chaque sortie de patient une information vers le professionnel qui suit en libéral. Et donc, on s'est interrogé avec les fédérations sur finalement l'unité temporelle à partir de laquelle on jugeait qu'il était intéressant de produire en fait une information, donc une lettre de liaison de sortie, vers les professionnels de ville pour les patients concernés. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qui irrigue la réflexion autour de la notion de séjour. Et donc, on vous invite à vous reposer sur ces définitions-là pour définir vos séjours pour le volet 1. Donc, je ne reviens pas sur la définition de chacune des activités. Vous le retrouvez dans le guide des indicateurs d'usage. Mais l'idée, c'était vraiment que vous compreniez la différence entre la notion de séjour PMSI et la notion de séjour au sens SUNES avec l'idée de déclenchement de l'aide de liaison à partir d'une unité temporelle logique. Alors, il y a la définition de séjour, donc ce qui vous permet justement de définir ce que recouvre un séjour chez vous. Et puis, il y a la manière dont on les compte pour les indicateurs SUNES. Donc, sur le domaine 1, l'aide de liaison de sortie et ordonnance de sortie, comme on s'inscrit forcément dans la génération de documents de sortie, en fait, on va vous demander de prendre en compte dans votre dénominateur tous les séjours qui terminent avant la fin de la période d'observation de l'indicateur. Que ces séjours aient commencé ou non avant le début de la période d'observation de l'indicateur. Donc, comme je sais que ce que je dis n'est pas forcément très simple à comprendre du premier coup, on vous a fait en fait un schéma dans lequel en fait on vous explicite bien les séjours à intégrer dans le périmètre du domaine 1. Donc, du domaine 1. Donc, les séjours intégrés dans le périmètre du domaine 1, c'est-à-dire en termes de dénominateur, ce sont donc pour LDL, ODS et bonus CRO, ce sont tous les séjours qui se terminent, donc avec des MP existants, bien sûr, et qui se terminent avant le dernier jour ou au dernier jour de la période d'observation de votre indicateur.
Par contre, ces séjours peuvent avoir commencé avant votre période d'observation sans souci. Donc ça, c'est pour le domaine 1. Et pour le domaine 2 et 3, on n'est pas en termes de dénominateur sur une notion de nombre de séjours, mais sur une notion de nombre de comptes rendus d'examen produits pour des patients disposant d'un DMP. Et donc là, en fait, c'est plus simple. On vous demande simplement de prendre en compte les examens produits pendant la période d'observation de l'indicateur. Voilà. Ce qu'il faut également que vous reteniez, c'est que là où on est exclusivement dans le domaine 1 sur des séjours d'hospitalisation, les actes et consultations externes ne sont pas compris dans le domaine 1. Les actes et consultations externes sont compris dans le périmètre domaine 2 et 3. Vous pouvez donc compter des comptes rendus d'examen de biologie et d'examen, des comptes rendus d'examen de biologie et d'imagerie qui sont produits dans le cadre de séjours d'hospitalisation et d'actes et consultations externes. Voilà, ça c'est une question aussi qui nous est revenue pas mal. Et donc, en définitif, sur le domaine 1, en termes de périmètre, on est bien sur un séjour d'hospitalisation et les passages aux urgences qui ne donnent pas lieu à hospitalisation ne doivent pas être considérés comme dans les indicateurs SONES. D'accord ? Sur le domaine 2 et 3, on est bien sur des examens produits pendant des séjours d'hospitalisation et pendant des actes et consultations externes. Et sur le domaine 4, les messages doivent être pris en compte, sont ceux qui sont produits dans le cadre également de séjours d'hospitalisation. Voilà sur la notion de séjour. Nolwenn, du coup, est-ce qu'il y avait une question qui restait sur la notion de séjour? Tu voulais peut-être… Alors oui, mais il faut que je la retrouve parce que j'étais en train de faire le tour. Bon, je continue et puis on fera une petite pause un peu plus tard. Oui, si, c'était sur les séjours en pédiatrie ou en SSR, par exemple. Les séjours sont interrompus le plus souvent chaque week-end. Il n'y a pas de document de sortie à chaque fois. Oui, c'est bien ce qu'on explique. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de vous que vous produisiez une lettre de sortie à chaque sortie et venue du patient. Ça n'a pas de sens. On est bien d'accord avec vous. Par contre, en fait, il faut que vous réfléchissiez au cumul du nombre de venues qui pourrait en fait constituer un séjour. Et donc, pour déterminer cela, il faut finalement que vous réfléchissiez au nombre de venues à l'issue duquel, en fait, il est intéressant d'envoyer une lettre de liaison de sortie, quand bien même, officiellement, le patient ne sort pas définitivement de votre structure, mais pour autant, il y a un intérêt quand même à transmettre une information sur ce qui s'est passé pendant le cumul de ces venues. Donc, c'est vraiment ça la logique qu'il faut que vous ayez dans le cadre de la définition de séjour pour des patients pour lesquels on s'inscrit plutôt dans une logique de venue et pas dans une logique MCO au sens financier. Voilà. Et une dernière question sur les séjours. Dans un ES, un SSR, les consultations mémoire labellisées ont-elles valeur de séjour? J'ai envie de dire non, c'est des consultations. Là, on est sur de l'hospitalisation. Oui, là, on est exclusivement sur des séjours d'hospitalisation. On n'est pas sur de la consultation externe. Et je te laisse la parole pour la suite. Merci. Alors, sur l'ordonnance de sortie, peut-elle être incluse dans la lettre de liaison de sortie? Donc, non. Même si effectivement, dans la lettre de liaison de sortie, on a un encart qui s'appelle, je crois, traitement de sortie ou traitement, enfin voilà, je ne me souviens plus exactement de l'intitulé exact, mais cet encart-là ne se substitue aucunement à l'ordonnance de sortie. Donc, si vous voulez, à l'exception de la HAD sur laquelle je reviendrai, si vous voulez prétendre au domaine 1, au financement du domaine 1, il faut que vous soyez en capacité de produire une LDL de sortie, une lettre de liaison de sortie et une ordonnance de sortie. Si vous ne produisez pas d'ordonnance de sortie, jamais, en fait, vous n'êtes pas éligible au domaine 1 puisque on ne peut pas vous rétribuer sur un objet que vous ne produisez pas. Voilà, donc ça, il faut bien le garder en tête. Pourquoi l'écart, c'est écrit en plus sur la slide, l'encart dans la LDL s'appelle traitement de sortie. Pourquoi ces deux documents ne se substituent pas? Parce que d'une part, l'ordonnance de sortie, il ne faut pas oublier que
voilà, ce que vous alimentez en termes de DMP d'un côté, ça va se retrouver côté usager qui pourra venir le consulter et l'imprimer. Donc, cette ordonnance de sortie, elle a vocation à servir l'usager directement qui pourra en fait l'utiliser en officine. Or, une officine n'acceptera pas une lettre de liaison de sortie en guise de prescription de sortie. La lettre de liaison de sortie, c'est un support qui a un support d'échange entre professionnels. Même si le patient il a vocation à en voir le contenu dès lors que c'est dans son espace santé, c'est quand même avant tout un support de transmission de données entre professionnels à des fins d'amélioration de la coordination des parcours, voilà, et de la prise en charge du patient. Et enfin, la LDL donc, n'est pas toujours systématiquement disponible à la sortie de l'hospitalisation, là où l'ordonnance de sortie l'est quand même beaucoup plus aisément. Ça, on le sait dans les pratiques. Et enfin, comme je vous le disais, les prescriptions inscrites dans la LDL sont considérées comme un duplicata de l'ordonnance de sortie et à ce titre, elles ne sont pas forcément recevables d'une officine. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons-là, nous, on demande vraiment à ce que dans le domaine 1, l'établissement produise une lettre de liaison de sortie et une ordonnance de sortie. Puisqu'en termes d'usage derrière, ce n'est pas la même chose. Sur les ordonnances de sortie à considérer, donc ça, je vous en avais parlé. Du coup, on ne se limite pas à la prescription médicamenteuse de sortie. Hein, on intègre toutes les prescriptions enfin, un certain nombre de prescriptions de sortie et on vous a mis, donc sans être encore exhaustif, toutes les prescriptions de sortie auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peuvent être comptabilisées comme prescriptions de sortie dans les indicateurs SONES. On avait également une question sur la temporalité de la production de la lettre de liaison de sortie et la manière dont on le traite dans SONES. Donc, bien entendu, il y a une obligation réglementaire à remettre la lettre de liaison de sortie du patient à J0, à la sortie du patient. Mais nous, dans le cadre de SONES, on ne va pas venir regarder ce respect ou non. C'est-à-dire que si vous transmettez une lettre de liaison de sortie à quelques jours de décalage de la sortie du patient, et que ça apparaît dans nos statistiques, bien entendu, on la comptabilisera. Voilà, on ne vient pas vérifier. Ça, c'est un indicateur qui est pris, enfin, qui sera pris en compte côté HAS. Mais nous, de notre côté, voilà, on vient juste vérifier que vous avez bien alimenté le DMP en lettre de liaison de sortie pendant la période d'observation que vous avez saisie dans O6. Concernant l'applicabilité de l'indicateur compte-rendu opératoire, donc là, normalement, ça, c'est quelque chose qui est traité en amont au moment de votre candidature et ça vaut aussi pour le domaine 2 et 3. Alors, pour le compte-rendu opératoire, seuls les établissements qui disposent d'un plateau technique en propre, enfin pour le compte-rendu pour le domaine 2 et 3, seuls les établissements qui disposent d'un plateau technique en propre sont éligibles à ces domaines et au financement de ces domaines. Si alors concernant le compte rendu opératoire, voilà, si vous n'avez pas une activité chirurgicale au sens activité chirurgicale lourde, hein, c'est-à-dire des choses qui sont réalisées sous anesthésie locale ou ce genre voilà de petites interventions, c'est pas ce qu'on considère comme de l'activité chirurgicale lourde. C'est vraiment une activité chirurgicale réalisée dans un bloc opératoire. Donc, si vous ne réalisez pas ce type d'activité, bah, bien entendu, vous n'êtes pas éligible à l'indicateur puisque vous ne produisez pas de compte-rendu opératoire. En tout cas, ce n'est pas votre récit qui produira le compte-rendu opératoire. Donc, à ce titre, vous ne serez pas rétribué sur ce bonus-là. Pareil, sur le domaine 2 et 3, il est sur cette slide-ci. Seuls les établissements qui disposent d'un plateau technique propre d'imagerie et de biologie sont éligibles. Les établissements qui passent par de la sous-traitance ou une convention de partenariat pour réaliser leur compte-rendu d'examen d'imagerie ou de biologie ne candidatent pas à SONES puisque comme ce n'est pas votre récit en propre, eh bien en fait, ce n'est pas vous qu'on va rétribuer sur cette partie-là, mais bien l'acteur qui est à l'origine de la production des données. Et donc, si c'est un plateau libéral, eh bien, il sera rétribué sur l'usage par le biais justement du financement à l'usage géré par la CNAM.
On nous a également demandé si les ordonnances de préhospitalisation pouvaient être considérées comme des ordonnances de sortie. Donc oui, elles peuvent être considérées comme des ordonnances de sortie si et seulement si elles intègrent la prescription de sortie adaptée à la prise en charge. Et donc, cela signifie quand même par ailleurs qu'il n'y a pas de nouvelle ordonnance de sortie pour ce séjour. Et dans ce cas, bien entendu, si cette ordonnance, quand bien même elle est donnée en amont du séjour, eh bien, vous pouvez quand même la considérer comme une ordonnance de sortie si elle intègre bien la prise en charge que le patient doit respecter en sortie de son séjour. Concernant également le périmètre des comptes rendus de biologie ou d'imagerie au DMP à intégrer. Donc, vous avez certes, effectivement, comme le disait Nalou en introduction, désormais une obligation d'alimenter le DMP d'un certain type de documents parmi lesquels figurent les comptes rendus d'examen de bio et d'imagerie. Ça, c'est dans l'absolu. Par contre, effectivement, dans une certaine temporalité, si à un moment donné, vous avez des comptes rendus d'examen de bio et d'imagerie que vous ne souhaitez pas voir comme intégrant le DMP, parce qu'en amont, il faut avoir voilà, une attention particulière vis-à-vis, par exemple, d'une information patient qui est un peu touchy, eh bien, dans ce cas-là, effectivement, vous restez quand même maître de la pertinence de l'alimentation du DMP à un instant T. Et donc, si vous ne souhaitez pas les intégrer à ce moment-là, et si c'est pendant votre période d'observation, vous ne les intégrez pas. Par contre, il faudra également, du coup, retirer en fait ces examens-là à la fois du numérateur, mais également du dénominateur. Par contre, dans l'absolu, une fois que vous avez réalisé votre information au patient, eh bien là, effectivement, vous aurez quand même obligation d'alimenter le DMP de cette information une fois que les dispositions auront été prises auprès notamment du patient. Voilà. Mais dans le cadre de SONES, effectivement, s'il y a des examens qui nécessitent une attention particulière et pour lesquels vous ne souhaitez pas forcément alimenter le DMP tout de suite, vous pouvez le faire et dans ce cas-là, il faut l'impacter sur votre indicateur et l'expliciter dans votre justification au CIS. Concernant le format des comptes rendus de biologie médicale, donc là, sur ce sujet-là, en fait, on a mis une exigence un peu plus forte sur la structuration, puisque, pour rappel, les examens de compte rendu de biologie médicale doivent être structurés au format CDR2 niveau 3, là où les autres documents sont au format CDR2 niveau 1. Et donc, on finance effectivement l'alimentation sur la base du CDR de niveau 3, mais ceci n'empêche qu'il faut quand même qu'on retrouve dans le document le format PDF de l'examen de compte-rendu de biologie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le CDR de niveau 3, c'est quelque chose qui n'est pas du tout encore vulgarisé. On sent que c'est compliqué sur la biologie. Et donc, effectivement, mettre à côté le PDF, ça quand même donne l'assurance de pouvoir lire facilement le compte-rendu d'examen de biologie, d'autant plus qu'on sait que dans les logiciels de cabinet, aujourd'hui, tous les logiciels ne sont pas capables encore d'interpréter le CDR2 niveau 3. Donc, si vous envoyez juste du PDF, vous ne serez pas rétribué sur l'examen, sur l'indicateur domaine de biologie. Vous serez rétribué exclusivement si vous transmettez du CDR de niveau 3. Mais par contre, ce CDR de niveau 3 doit être accompagné du compte-rendu d'examen de bio au format PDF. Et cette exigence, elle a été aussi développée dans les exigences fonctionnelles côté SONS sur la partie couloir biologie. Et enfin, on nous demandait le lien entre l'OINC et le CDR de niveau 3. Donc, en fait, le CDR de niveau 3 intègre en son sein, en fait, la nomenclature LOINC, puisque c'est ce qui est bien explicité, en fait, dans le cadre d'interopérabilité qui s'applique au compte-rendu de biologie. Voilà, donc quand vous mettez en place la structuration CDR de niveau 3, ça implique derrière, en fait, de mettre en place la nomenclature LOINC également. Voilà. Et pareil, cette exigence LOINC, elle est intégrée aussi dans les deux dispositifs SONS en biologie médicale,
à travers la notion de SGL et de transcodeur loin du catalogue. Voilà pour la partie biologie et imagerie. Et du coup, peut-être, soit on fait une pause, Nolwenn, soit je te laisse la parole sur le bonus reprise de l'historique, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, ouais, je te laisse regarder, faire un petit tour dans le chat. Ouais. Et si tu veux, je vais prendre la parole sur la partie reprise historique, puisque, alors, pour ceux qui se sont inscrits dans ce dispositif, vous savez qu'on a mis en place depuis la rentrée de septembre un atelier avec les établissements qui se sont inscrits, ainsi que les ARS et les grades, pour voir et essayer d'aider dans les situations, dans ces projets-là, sur les difficultés qui peuvent être rencontrées, puisque c'est un projet un peu différent du reste, à part entière, pour les établissements, que ce soit technique ou organisationnel. Voilà, donc on a repris là les principales questions qui se posent à ces établissements dans le cadre du bonus et dans le cadre plus général de cette reprise, d'une reprise historique. Donc, première question, le niveau de profondeur de reprise, puisque dans le bonus, il est demandé de faire une reprise sur une profondeur de 5 ans. Toutefois, cette durée peut être ajustée et donc diminuée si nécessaire, puisque on peut avoir une date de disponibilité des documents qui est moins longue. On peut avoir aussi des documents retenus dans le cadre de la reprise historique dont la pertinence ne remonte pas à 5 ans d'antériorité. Donc, ça va dépendre des spécialités, des types de pathologies, etc. Donc, c'est aussi à regarder, à mettre en face de la situation, du cas particulier de chacun des établissements sur les choix des documents qui seront envoyés, puisque ça relève aussi d'un choix fait par la communauté médicale du type de document envoyé et justement de l'antériorité, qui peut tout à fait d'ailleurs être variable selon le type de document retenu. Ce qui m'amène à la deuxième question, les types de documents à envoyer au DMP pour cette reprise historique. On n'a pas non plus, dans le cadre du bonus, identifié particulièrement certains types de documents. On s'attend bien à voir des documents type CRH ou l'aide de liaison en sortie d'hospitalisation, des comptes rendus, ça peut être tout à fait des comptes rendus de consultation, d'imagerie, de biologie. Selon les cas, encore une fois, ils seront ou pas pertinents dans le cadre d'une reprise historique. Donc, pour ces deux premières questions là sur la diapo, il y a vraiment un travail à faire aussi avec la communauté médicale pour valider la pertinence des documents et la profondeur qui va avec, mettant de côté, bien sûr, aussi la limite technique, comme je le disais tout à l'heure. Le data matrix INS doit-il être intégré au document antérieur? Alors, le principe à observer, c'est qu'on ne modifie pas les documents quand on les envoie au DMP. Le DMP, l'envoi sera fait en prenant la date du document comme date de l'acte ou la date du séjour. Enfin, en tout cas, c'est une date qui correspond à la période à laquelle ce document a été créé. On n'attend surtout pas une modification parce que du coup, ça en ferait un document. D'abord, ça changerait le document qui n'est plus le document original. Et en plus, ça modifierait la date de validation de ce document qui ne correspondrait plus à sa prise en charge, qui lui donnerait une date d'existence récente. Donc, c'est très perturbant pour le patient parce que du coup, ça va pour lui correspondre à une autre prise en charge que, je ne sais pas, son hospitalisation d'il y a 5 ans. Et le DMP, en revanche, va bien prendre la date d'alimentation comme la date à laquelle le DMP aura reçu ce document-là. Donc, dans la mesure où on ne modifie pas le document, bien évidemment, s'il a été créé antérieurement à la mise en place de l'INS dans le système d'information, il ne contient pas l'INS et il n'est pas attendu qu'il contienne l'INS. Même si, au travers des métadonnées, de la sélection, du suivi du document et de l'accès au DMP, on utilisera l'INS qualifié dans l'enveloppe, j'ai envie de dire, mais dans le document lui-même, il n'y a pas de modification, donc il n'y a pas d'intégration de l'INS. Après, si c'est un document qui date d'il y a 1 an et qu'il y a 1 an, l'INS était intégré dans le système d'information et donc dans le document, il sera dedans. Mais le principe général, c'est qu'on ne le modifie pas. Donc, s'il n'y avait pas d'INS
À l'origine, dans le document, on ne l'ajoute pas. Un dernier mot sur cette partie historique. C'est la pièce justificative qui sera attendue dans le cadre de ce bonus sur la reprise historique. Alors, je ne sais pas, Inès, si tu préfères reprendre la parole. Ou si je commente. En fait, on a créé un modèle. Ce qui sera attendu, c'est une attestation sur l'honneur sur la démarche avec un certain nombre d'éléments obligatoires à renseigner. Donc, il y a un modèle qui a été créé, qui sera transmis aux ARS et mis à disposition. Il était encore en cours de validation ces derniers jours pour valider l'ensemble. Donc, assigné par le directeur général de l'établissement ou personne ayant délégation de signature, bien entendu. Voilà, donc là, on vous a mis un petit exemple. Et donc là, on posera quelques questions qui permettront de valider l'atteinte de cette cible. Oui, alors en complément, du coup, effectivement, cette pièce justificative, on l'a transmise exactement hier, enfin le modèle, hein, on l'a transmise hier à l'ensemble des ARS et on va la mettre du coup en téléchargement libre également sur la page SunES pour que vous puissiez du coup pouvoir la voir par ailleurs en direct sans nécessairement attendre l'envoi par les ARS. Ça me fait penser également du coup de la HAD, j'ai dit que j'allais vous en parler, j'ai oublié. Sur la partie HAD concernant le domaine 1, ce sont les seules structures pour lesquelles on a une exception de production d'ordonnance de sortie. Parce que ça s'inscrit dans un cadre réglementaire, c'est-à-dire que les médecins praticiens en HAD n'ont pas la responsabilité de produire les ordonnances, les traitements de sortie, puisque cette responsabilité est portée par le médecin traitant. Et ça, c'est couvert par un cadre réglementaire qui l'explicite très clairement. Donc, il était compliqué dans le cadre de SunES d'exiger pour ce type de structure de produire des ordonnances de sortie, alors que de manière structurelle, ces structures ne sont pas amenées à en produire. Voilà. Mais cette exception ne concerne qu'exclusivement les HAD du fait du cadre réglementaire qui justifie cette pratique métier. Voilà. Et donc, on a mis en place aussi, à l'instar du bonus, un modèle d'attestation pour les HAD où donc on a des HAD qui produisent des ordonnances de sortie. Ça arrive quand les médecins traitants ne le font pas. On va dire que les médecins praticiens ont l'autorisation par défaut de le faire. Mais la plupart du temps, ce sont bien les médecins traitants qui réalisent cette ordonnance. Et dans ce cas-là, eh bien, les HAD doivent déposer dans O6 pour prétendre au financement du domaine 1 une attestation sur l'honneur dans laquelle elles s'engagent à dire la vérité quant à la non-production d'ordonnance de sortie sur la période d'observation de leurs indicateurs. Voilà, donc on vous mettra en téléchargement ces deux modèles d'attestation sur l'honneur sur le site de la DGOS sur la page SunES. Alors, je vais reprendre la main du coup sur le volet 2. Donc là, on vous a remis sur le volet 2 les 3 indicateurs que je vous ai présentés en introduction. Donc, sur l'indicateur des 4.1 qui adresse la messagerie sécurisée de santé professionnelle, on est bien non pas sur un nombre de messages envoyés en termes de logique de calcul, mais sur un taux de correspondant équipé d'une messagerie sécurisée de professionnels auquel des documents de santé référencés avec une INS qualifiée et structurés au format CDR2 ont été transmis. Sur l'indicateur DS4.2, on est bien sur un taux de séjour et non pas un nombre de messages, un taux de séjour pour lesquels un message a été envoyé au patient par la MSS citoyenne, que ces messages intègrent ou non une pièce jointe. Et sur le troisième indicateur du domaine 4, qui est un indicateur qualitatif, là, on va demander à l'établissement d'attester de la présentation en CME ou équivalent de mon espace santé et surtout de la messagerie sécurisée de santé citoyenne avec les usages que compte déployer l'établissement autour de cette messagerie.
Donc, comme je le redis, pour atteindre le financement du domaine 4, il faut atteindre les usages exigés au niveau national pour ces 3 indicateurs, sachant que le dernier indicateur, c'est un indicateur qualitatif. Et donc, on vous demandera non pas un calcul de taux, mais en pièce justificative, je crois que c'est l'exemple de présentation, enfin le support de présentation que vous avez soumis à la CME. Sachez que pour ce dernier indicateur, on vous a mis à disposition sur, vous avez le lien, je crois, sur la page de l'ANS, mais on vous a mis également le lien sur la page SunES, une présentation type de mon espace santé, avec notamment une présentation aussi autour de la messagerie sécurisée de santé citoyenne, que vous pouvez bien entendu utiliser. L'idée, c'est que vous ne partiez pas d'une feuille blanche. Et donc, on vous a mis à disposition cette présentation qu'il faudra bien entendu personnaliser au cas d'usage que vous mettrez en œuvre dans votre établissement. Mais voilà, on vous incite à l'utiliser. Ça avait été une demande faite par les fédérations. Et donc, cette présentation existe. Et vraiment, reposez-vous sur cette présentation pour atteindre l'indicateur des 4.3 et surtout la présenter en établissement. Donc là, de manière plus détaillée, mais vous retrouvez ça dans le guide des indicateurs d'usage, vous a vraiment explicité les formules de calcul, à la fois au niveau local. Donc, au niveau local, c'est la formule de calcul qu'on attend que vous mettiez en œuvre au niveau de votre récit par rapport à votre établissement. Et au niveau national, on est aussi très transparent sur nous, de notre côté, la manière dont on va finalement challenger votre calcul au niveau local. Donc, à la fois sur la MSS professionnelle et ma MSS citoyenne. Et donc, de notre côté, mais vous pouvez également le visualiser, on reviendra là-dessus parce que c'est hyper important. On va se reposer sur les statistiques qui nous sont fournies par l'ANS pour la MSS Pro et l'assurance maladie pour la MSS citoyenne. Alors, on a quelques questions qui nous ont été posées, mais voilà, en termes de richesse de questions, c'est un peu plus limité que sur le volet 1, mais on ne doute pas du fait que ça va arriver très rapidement parce que là, on approche la fin de la F2. Donc, quels types de documents sont envoyés par MSS professionnel? Donc, voilà, donc là où dans le domaine 1, on est très prescriptif sur les types de documents qu'on souhaite retrouver dans le DMP, on l'est moins sur la partie messagerie sécurisée de santé professionnelle, puisqu'en fait, on adresse non pas un type de document, mais un nombre de correspondants à qui vous avez transmis des documents, quel que soit le type, à travers la messagerie sécurisée de santé professionnelle citoyenne. Par contre, ces documents, ils doivent absolument intégrer l'INS qualifié des patients et être au format CDA encapsulé dans une enveloppe IHE-XDM. Donc, charge à l'établissement en fonction des cas d'usage que vous avez mis en place dans votre établissement, de transmettre les types de documents que vous considérez comme les plus utiles à la coordination de la prise en charge des patients. Ces documents, ce sont des documents qui sont transmis exclusivement dans le cadre de séjours d'hospitalisation. Les documents générés dans le cadre d'actes et consultations externes ne rentrent pas dans le périmètre de calcul de l'indicateur MSS professionnel. Que recouvre la notion de venue d'un patient, puisque c'est une notion qu'on utilise dans le cadre de la définition d'un indicateur? Ça veut dire en fait un séjour d'hospitalisation. Donc, c'est tous les correspondants en fait concernés par un séjour d'hospitalisation en référence à leurs patients. Eh bien, en fait, ce sont ces correspondants-là. Ce qu'on veut dire par là, c'est que vous n'avez pas vocation à envoyer des documents à tous les correspondants en lien avec le patient, quelle que soit leur spécialité. L'idée, c'est vraiment de cibler les correspondants pour lesquels, en fait, il y a un intérêt à transmettre de l'information dans le cadre d'un épisode d'hospitalisation. Donc, à minima, on identifie quand même le médecin traitant et le médecin prescripteur. Et si le médecin traitant et le médecin prescripteur, c'est le médecin traitant. Voilà, à minima, voilà. L'idée, c'est pas que vous envoyez à toute la base de correspondants du patient. Il faut vraiment qu'il y ait un intérêt, bien entendu. L'idée, c'est pas de faire nécessairement du volume, mais c'est d'avoir quand même un adressage utile dans la coordination. Donc, j'ai répondu à la troisième question. Que veut dire la notion de correspondant concerné par la venue d'un patient? Donc, c'est les correspondants pour lesquels la transmission des documents produits lors du séjour présente un intérêt.
Dénombre-t-on un nombre de messages transmis par MSS Pro pour cet indicateur? Donc non, on n'est pas sur un nombre de messages côté en local, on est bien sur un nombre de correspondants de santé ayant une MSS Pro. Donc, par ailleurs, tous les correspondants, on sait que tous les correspondants ne sont pas encore munis d'une MSS Pro. Ceux-là, bien entendu, vous les retirez totalement en fait de la logique, du périmètre de calcul. Le calcul se porte exclusivement sur en numérateur, les correspondants équipés d'une MSS Pro pour lesquels vous avez transmis un message. Et en dénominateur, on est exclusivement sur le nombre de correspondants équipés d'une MSS Pro et concernés par la venue d'un patient. Donc, les correspondants qui seraient en ligne, par exemple, un médecin traitant qui n'est pas muni d'une MSS Pro, en fait, il n'a pas à rentrer dans votre périmètre de calcul puisque on ne vous fait pas porter la charge de l'équipement du professionnel. Ce n'est pas de votre fait. Du coup, on ne va pas vous pénaliser si vous n'envoyez pas un message. Vous pouvez l'envoyer par ailleurs à travers, je sais qu'il y en a pas mal qui sont munis d'API Crypt V1, mais par exemple, ce type de correspondant-là ne rentre pas dans le périmètre de l'indicateur MSS Pro. On est exclusivement sur de l'envoi à des correspondants équipés d'une MSS Pro. Le dénominateur couvre-t-il les correspondants dans l'absolu? Voilà, j'y ai répondu par avance. Sur la partie citoyenne, doit-on transmettre des documents en pièce jointe pour l'indicateur MSS ou un simple message peut-il être comptabilisé? Donc oui, un simple message peut-il être comptabilisé puisque on va dénombrer les séjours pour lesquels un message a été envoyé, qu'il intègre ou non une pièce jointe. Qu'est-ce qui est attendu comme pièce justificative pour l'indicateur CME? Donc, c'est une attestation de la présentation en CME. Et vous nous fournissez également, vous nous mettez en pièce jointe dans le 6, la présentation. Du coup, excusez-moi, on est juste sur une attestation de la présentation en CME ou une partie du compte-rendu concerné de la CME. Donc, il ne faut pas nécessairement que vous mettiez en PJ la présentation elle-même, autant pour moi. Mais voilà, il faut quand même qu'il y ait une attestation de la présentation en CME ou une partie du compte-rendu concerné de la CME dans lequel on voit que vous avez présenté mon espace santé, la messagerie sécurisée de santé citoyenne. Si l'envoi alors là, il y a une faute de frappe. Oui, c'est si j'envoie un mail unique adressé à deux destinataires, donc un professionnel et un patient, comment est comptabilisé ce message? Comment vous le comptabilisez? Et comment nous, on va le comptabiliser côté national? Eh bien, en fait, il faut bien dénombrer deux correspondants puisqu'on ne comptabilise pas, je répète, des messages, mais on comptabilise des correspondants à qui on adresse des messages. Donc, si vous avez un message dans lequel, en fait, vous avez plusieurs destinataires différents, vous devez comptabiliser les correspondants à qui vous adressez le message. Donc là, en l'espèce 2, et nous, on sera en capacité aussi d'identifier les correspondants, qu'ils soient professionnels ou citoyens. Et donc, on comptabilisera également deux correspondants à qui vous avez adressé un message. Voilà. Et quand les statistiques MS Santé seront disponibles, donc elles sont déjà disponibles sur le site de l'ANS et on vous a mis le lien en surveillance. Je ne sais plus quelle est la dernière. Alors, la semaine dernière, c'était les statistiques d'août. Donc, voilà, il faut juste qu'on vérifie bien que les statistiques de septembre, à minima, ont bien été actualisées. On vient de recevoir un nouveau fichier. Il va être en ligne dans la semaine. OK. Donc, voilà pour la partie, les questions qu'on a recueillies à ce stade sur la partie domaine 4. Alors, avant de passer à la suite, peut-être faire une petite pause sur les questions. Alors, j'avais une personne qui se questionnait sur le remplissage d'OSIS sur le domaine 4 en disant que les fiches étaient grisées. Alors, faut bien faire attention sur OSIS parce qu'en amont du remplissage en fait, des fiches indicateurs, quel que soit le domaine et le volet, il faut bien que vous cochiez en fait la fenêtre de candidature et le domaine associé à cette fenêtre de candidature. Si vous ne le faites pas en amont, il est normal que la fiche soit grisée parce que du coup, l'outil ne sait pas reconnaître sur quelle fenêtre de candidature vous êtes
Et donc, c'est important qu'on ait cette information-là parce qu'il vous remet en fait en surbrillance l'exigence, la cible nationale qu'il faut atteindre. Et donc ça, comme vous le savez, c'est dépendant de la fenêtre puisque c'est une cible qui augmente en fonction des fenêtres de financement dans le temps. Donc voilà, si malgré cette saisie-là, ça ne fonctionne pas, vous faites un mail à votre ARS en disant qu'il y a une anomalie sur O6 et ils la remonteront et nous, on transmettra à la TIH. Mais le plus souvent, c'est cette erreur, on nous a souvent fait remonter cette information-là et en fait, c'était les établissements qui avaient oublié de sélectionner en amont du remplissage de la fiche en question le domaine et la fenêtre de financement associée. Donc ça, c'était une question que j'avais vue passer. Et d'ailleurs, je publie en même temps. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, il y en a quelques-unes auxquelles on a répondu dans le chat. Il y a une question, alors je vais vous apporter une réponse, là j'étais en train de chercher le lien, je vais vous le ramener, c'était sur les usages de la MS citoyenne, il envoie les usages possibles, comment systématiser d'autres usages. Il y a des choses très intéressantes dans les retours d'expérience dans l'espace santé qui ont justement mis en place des usages différents au niveau de prise en charge spécifique, des envois par MSS qui peuvent se faire en amont de la prise en charge. D'ailleurs, un usage de MS citoyenne est celui qu'on a vu dans la reprise historique pour informer les patients de leur envoi, de l'envoi au DMP de l'historique de leurs documents. Beaucoup d'établissements ont fait le choix d'utiliser comme vecteur la MSS citoyenne. Alors, Nolwenn, il y a une question. Comment identifier le nombre de correspondants ayant effectivement une MSS Pro, mélange avec ApiCrypt notamment? Alors, ApiCrypt, effectivement, ApiCrypt, je vais réussir à le dire, dans sa V1, n'est pas une MSS, n'est pas MS Santé. Donc, les MS Santé, elles sont dans l'annuaire MS Santé, en fait, qui est, sur un logiciel référencé Ségur, ils doivent inclure une intégration dans le logiciel de cet annuaire MS Santé. Et sinon, il est en ligne sur annuaire santé.fr ou et sur ce même site, soit vous interrogez au cas par cas, soit il y a une extraction également sous format Excel de l'annuaire MS Santé. Et dedans, on retrouve toutes les adresses organisationnelles et les adresses personnelles qui sont publiées dans cette adresse-là. Dopan aussi, hein, l'indicateur attendez, j'ai peut-être un petit problème. Ouais, c'est bon, j'ai été coupée. L'idée, c'est vraiment de disposer aussi d'un annuaire de correspondants pour pouvoir identifier les correspondants préalables avec l'équipement associé. Et c'était justement l'objet du domaine 6 Open, où en fait, avant même l'indicateur du nombre de correspondants adressés, on demandait à l'établissement de mettre en place un annuaire de correspondants. Il y a une question sur, si je comprends bien, vous ne recommandez pas d'adresser un compte-rendu de consultation sur une venue en externe au médecin correspondant d'un patient. Attention, on est dans le cadre de SUNES, c'est-à-dire que nous, bien entendu, s'il y a un usage, il y a un intérêt, il y a toujours un intérêt à transmettre de l'information, même à l'issue de consultations externes, aux professionnels de santé libéraux. Donc, n'arrêtez pas en fait cette pratique-là. Votre pratique, en fait, dans l'absolu, elle sert la prise en charge du patient. Nous, on dit simplement, dans le cadre de SUNES, exclusivement pour les indicateurs SUNES, pour la comptabilisation des indicateurs, seuls les correspondants à qui vous avez envoyé de l'information dans le cadre d'un séjour d'hospitalisation sont à prendre en compte. Ça ne veut pas dire à côté que vous arrêtez une pratique qui a par ailleurs un usage métier et un sens en termes de coordination. Voilà. Donc, ce n'est pas une recommandation d'arrêt de transmission de documents. Attention, on parle simplement là de la comptabilisation en termes du périmètre à considérer dans le cadre de l'indicateur SUNES exclusivement. Voilà. S'il y a d'autres pratiques d'envoi, elles se poursuivent au sein de l'établissement indépendamment de SUNES, dès lors que ça s'inscrit bien sûr dans un cadre sécurisé. Mais voilà, c'est juste là une précision sur le périmètre embarqué dans le cadre du volet 4. Alors, on avait une dernière Alors question. là, il y a une mention à un éditeur.
Nous, on ne préempte pas dans les indicateurs SONES des éditeurs que vous mobilisez pour les indicateurs. Hein. On dit simplement qu'il faut que ce soit des correspondants que vous adressiez des informations dans un cadre sécurisé. Et en l'espèce, le cadre sécurisé, c'est l'usage de la messagerie sécurisée de santé professionnelle. Voilà. Oui. Voilà, vas-y, je te laisse compléter. Non, je voulais juste, pardon, je pensais que tu avais terminé en complément sur cette question-là. En fait, l'usage d'un intermédiaire comme plateforme d'intermédiation est complètement intégré aux différentes architectures urbanisation mises en place dans le cas des envois, que ce soit en établissement de santé ou même côté lien avec un logiciel de cabinet libéral. Donc, de toute façon, que vous utilisiez une plateforme comme celle-là ou pas, c'est forcément quand même une adresse MSS de votre établissement, qu'elle soit personnelle ou organisationnelle ou applicative, qui émettra et qui est l'émetteur en fait de ce message MS Santé. Donc, ça ne pose pas de souci. Voilà. Ensuite, on avait une question sur la disponibilité des indicateurs. Donc, on vous l'a dit, ils sont déjà disponibles, les statistiques nationales. Non pas les indicateurs, hein, les statistiques nationales d'envoi de messages à travers la MSS Pro et à travers la MSS citoyenne sont déjà disponibles sur le site de l'ANS. C'est le lien qu'on vous a mis là en surbrillance sur cette slide-là. Et donc, Nolwenn disait que la mise à jour des envois réalisés pendant septembre sera prochainement publiée, enfin cette semaine. Là, si vous y allez aujourd'hui, vous verrez qu'en fait, les dernières stats datent du mois d'août. Mais c'est important que vous puissiez les voir effectivement en amont pour voir si de votre côté, vous êtes aligné avec ces statistiques nationales. Du coup, passons peut-être à l'avant-dernière partie, puisque le temps tourne. Sur le calendrier du programme, et c'est sur cette slide-là qu'on va intervenir avec Nolwenn sur ces histoires de décalage. Donc, c'est un programme qui est structuré autour de 4 fenêtres de financement. Là, les établissements qui étaient engagés dans la fenêtre 1, enfin le jalon en tout cas qui clôture l'atteinte des usages de la fenêtre 1 est terminé depuis le 30 septembre et les établissements avaient jusqu'au 31 octobre inclus pour saisir leurs indicateurs d'usage. Et donc là, en fait, on est vraiment à la finalisation de l'instruction des dossiers pour les établissements qui déclarent avoir atteint les cibles d'usage dans le cadre de la fenêtre 1. Cette fenêtre 1 avait déjà fait l'objet d'une prolongation, puisqu'initialement, elle devait être terminée le 30 juin. Et du fait du décalage de la généralisation des comptes Mon Espace Santé, ceci, à lui seul, a justifié le fait qu'il fallait donner plus de temps et donc le national a consenti un glissement de planning jusqu'à fin septembre 2022. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes du coup sur la fenêtre 2, en tout cas les établissements, donc les établissements F1 qui n'ont pas atteint les cibles d'usage au 30 septembre 2022 sont basculés automatiquement sur la fenêtre 2. Et on a également des établissements qui concourent à la fenêtre 2, étant donné que cette fenêtre est leur première fenêtre de candidature. Donc, concernant la fin de jalon de cette fenêtre, à ce stade, on n'a pas d'informations à vous donner sur un décalage ou non de la fenêtre. Par contre, on a bien conscience, effectivement, des difficultés qui sont remontées à l'instar de ce qui a été fait sur la fenêtre 1 pour la fenêtre 2, puisqu'il y a un effet, effectivement, de glissement de planning qui peut se comprendre aussi sur la fenêtre 2. Donc voilà, donc on a bien pris en compte ce point et en toute transparence, on le fait remonter nous à la direction de programme très prochainement et donc on va s'interroger effectivement collectivement sur la possibilité ou non d'avoir une rallonge sur la fenêtre 2. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'il y a une rallonge puisqu'il n'y en a pas officiellement. Maintenant, il y a une discussion qui est en cours pour étudier l'opportunité de mettre en place une rallonge de la fenêtre 2. En tout état de cause, si rallonge il y a, bien entendu, on fera en sorte de vous le communiquer le plus en amont possible et de ne pas attendre la fin de la fenêtre pour vous le dire. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est continuer quand même d'être dans la dynamique actuelle que vous êtes, parce que si rallonge il y a, ce ne sera pas une rallonge de 6 mois.
Donc, du coup, voilà, continuez à être dans cette dynamique-là. Il y a une possibilité de rallonge de fenêtre pour prendre en compte les difficultés réelles des établissements et toujours être dans cette logique d'accompagnement parce que nous, notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner dans le SUNES. Et donc, voilà, il y a en tout cas le national, tout le national, que ce soit l'ADGOS, la DNS et l'ANS, est animé par cette volonté d'accompagnement des établissements. Et donc, on réfléchit là, d'ici la semaine prochaine, à la possibilité de mettre une rallonge, les conditions de cette rallonge, la temporalité, etc. Et on reviendra très rapidement vers les fédérations et vers les agences régionales de santé pour communiquer le plus en amont possible sur cette éventuelle rallonge. Voilà pour tous ceux qui se posaient la question sur la fenêtre 2. Donc, en termes de logique, sur le calendrier, du coup, vous avez compris 4 fenêtres de candidature. Ce que les établissements n'ont pas toujours compris, c'est que lorsque vous mettez une période d'observation, enfin, on l'a cadré telle quelle dans l'O6, mais en termes de requête indicateur, il faut que ce soit très clair aussi chez vous et vis-à-vis de vos éditeurs. On est exclusivement sur des remontées de résultats qui s'inscrivent dans une logique mois plein et calendaire, mois plein et calendaire. Donc, vous ne pouvez pas mesurer un indicateur du 15 du mois au 15 du mois. Ça, ce n'est pas possible. C'est forcément du 1er au 30 ou 31 du mois en question que vous avez choisi. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, en face, comme vous avez compris, on a une logique de contrôle des indicateurs. Et cette logique de contrôle, si on veut s'assurer de comparer un minimum de choses comparables, même si les formules de calcul ne sont pas forcément au même niveau, on est d'accord, mais voilà, on essaie de faire ce qu'on peut avec les statistiques nationales. Les statistiques nationales nous sont fournies dans cette logique en fait de mois à mois. Donc, c'est pour ça que si on veut pouvoir comparer des choses, il faut absolument que vous inscriviez dans cette même logique temporelle. Donc, vos indicateurs d'usage, c'est forcément en termes de période d'observation, un mois plein calendaire compris entre le 1er du mois et le 30 ou le 31 du mois. Si vous vous rendez compte, je ne sais pas, moi, vous avez choisi, par exemple, vous êtes dans la F2, vous aviez choisi initialement octobre 2022 pour votre période de mesure sur tous les indicateurs du domaine 1, et vous vous rendez compte, parce que vous avez vu en amont, et par exemple les statistiques de la CNAM sur le DMP, que vous n'êtes pas au top au niveau DMP sur octobre par rapport aux statistiques de la CNAM, vous avez bien entendu possibilité de changer votre période d'observation dans O6. Mais il faut que cette période, et donc forcément l'indicateur, enfin le calcul de l'indicateur aussi, mais il faut que cette période-là reste dans les jalons de la fenêtre. Si par exemple en décembre, si on part du principe qu'on ne bouge pas la fenêtre 2 et que vous saisissez décembre, mais qu'au final vous vous rendez compte que décembre, ce n'est pas top et que vous voulez saisir janvier, en fait, janvier, vous basculez dans la F3. Donc, faites attention à ça. Donc, vous avez la possibilité vraiment de choisir vraiment les périodes d'observation que vous souhaitez et de les faire évoluer lors de votre saisie dans O6 dès lors que vous vous inscrivez dans les jalons de la fenêtre. Voilà. Pareil, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes périodes d'observation pour les indicateurs. Par exemple, pour la lettre de liaison de sortie, vous pourriez utiliser octobre. Et pour l'ordonnance de sortie, vous pourriez utiliser novembre. Ça, c'est vraiment votre choix, c'est votre stratégie. Nous, de toute façon, on a une fiche par indicateur dans O6 et on est capable de vérifier, en fait, à travers les contrôles nationaux, une statistique par type de document. Donc, et par temporalité. Donc, vraiment, vous choisissez la période d'observation que vous souhaitez à la fois sur l'indicateur, et en fonction des indicateurs, si vous en avez plusieurs, vous n'êtes pas obligé d'aligner les indicateurs sur la même période d'observation. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette slide. L'autre point, du coup, vraiment de vigilance qu'on souhaitait vous mettre en visibilité avec Nolwenn, c'est vraiment consulter en amont les statistiques nationales. D'ailleurs, là, le mail n'est plus en surbrillance, la stat nationale, on va vous le remettre. Les statistiques nationales DMP et statistiques nationales MSS, parce que c'est ce qui va vous permettre en fait d'anticiper le fait qu'il peut avoir parfois des gros écarts entre ce que le national voit et ce que vous, en fait, vous requêtez au niveau de votre récit.
Et parfois, en fait, les établissements, ce qu'on a vu dans la F1, c'est qu'ils n'ont pas forcément anticipé cette statistique-là. Et c'est au moment où l'ARS est revenu vers eux en leur disant vous n'avez pas atteint la statistique. Et donc là, les établissements ne comprennent pas. Et en investiguant sur la statistique nationale, on se rend compte qu'en fait, ils ont envoyé des CRH et pas des LDL. Et ça, potentiellement, ça aurait pu être anticipé, en fait, si on avait vu suffisamment en amont, si l'établissement avait vu suffisamment en amont la statistique nationale des MP. Voilà. Donc, hésitez vraiment pas, c'est même pas hésiter, c'est aller voir vraiment dès à présent comment vous ressortez au niveau de la statistique nationale pour voir si, par rapport à ce que vous requêtez, vous êtes bien aligné avec ce que voit en fait l'assurance maladie ou l'ANS en termes de statistiques. Voilà. Et donc, la logique du contrôle national pour que vous compreniez comment nous, en fait, on calcule. Nous, on va récupérer ce que vous déclarez sur O6 en termes de nombre de séjours avec des MP existants si on est sur l'indicateur, par exemple, domaine 1, ou nombre de comptes rendus produits pendant la période d'observation pour des patients avec des MP existants si vous êtes sur le domaine 2 ou 3. D'accord ? Ça, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas savoir et que la CNAM ne peut pas savoir, que l'ANS ne peut pas savoir. Donc, on va vraiment récupérer cette information déclarative chez vous. Et ensuite, on va aller regarder, nous, au niveau, par exemple, des statistiques du DMP, le nombre de lettres de liaison qui sont venues alimenter le DMP par rapport à la période d'observation que vous avez saisie dans O6. Et on va rapporter ce nombre-là au nombre de séjours que vous avez déclaré dans O6. On va le multiplier par 100, ça va nous donner un pourcentage. À ce pourcentage, on ajoute une marge d'erreur de 5 points. Si vous êtes au-dessus, si notre taux national, si notre taux calculé au niveau national pour vous est supérieur à la cible nationale, vous passez. Si notre taux est compris entre la cible nationale et moins 5 points en dessous de la cible nationale, vous passez. Si vous êtes en dessous des 5 points, eh bien là, en fait, c'est KO de notre côté. Voilà comment, en fait, on calcule. Et on veut vraiment être transparent sur la manière dont on calcule. Comme ça, ça vous permet, vous, de savoir, en fait, ce qui va ressortir aussi chez nous. Voilà. Et ça vous permet, du coup, d'anticiper aussi pour pouvoir redresser la barre sur les mois d'observation qui vous restent. Donc, voilà la manière dont on opère pour les calculs au niveau national. Sur les histoires de report de fenêtre. Donc, sur la fenêtre 2, je viens de vous dire que c'était quelque chose qu'on avait bien en tête et qui va faire l'objet de nos échanges avec la direction de programme pour voir si on peut rallonger la fenêtre. Par contre, le mot que je peux vous dire, c'est continuer la dynamique, quand bien même il y aura une rallonge, elle ne sera pas hyper longue, ça ne sera pas 6 mois. Donc, continuez vos efforts, même si on sait que c'est parfois compliqué, qu'il y a des retards parfois de livraison, que il y a des transformations organisationnelles avec l'INS qui impliquent des choses qui sont pas forcément, qu'on n'anticipe pas forcément et qui prennent du temps. Et tout ça, en fait, va dans le sens effectivement d'une demande de report de notre côté, mais il faut vraiment qu'on le challenge avec la direction de programme. Donc, on reviendra vers vous très vite là-dessus. Mais sinon, de manière globale, la logique de report de fenêtre, on aura quand même toujours des reports. Quand bien même il y aura des rallonges, il y aura potentiellement des établissements qui ne sont pas encore prêts dans la rallonge consentie. Donc, le report de fenêtre, il perdure. Par contre, la nouvelle règle, c'est que vous n'avez pas à candidater. En fait, vous n'avez rien à faire dans le cadre d'une report de fenêtre, si ce n'est que de demander en fait à l'ARS, de vous signaler en tant que reporté. Voilà. Et donc, nous, on a des outils de pilotage qui nous permettent de vous suivre très précisément et de vous reporter automatiquement. Voilà. Et donc, vous n'avez pas à recandidater au programme SunES quand bien même vous demandez plusieurs reports. Pour ceux qui souhaitent sauter 2 fenêtres, vous avez la possibilité, si vous êtes en fenêtre 2 et que vous savez pertinemment que vous n'y arriverez pas, vous avez la possibilité de demander également un report directement en fenêtre 4. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est plutôt que d'envisager directement la fenêtre 4, demander un report F3 parce qu'on ne sait pas ce qui se passera non plus sur la F3 et donc plutôt procéder étape par étape. De toute façon, de notre côté, on vous suit quel que soit votre cheminement dans nos outils. Voilà. Par contre, si vous n'atteignez pas les usages à la fenêtre 4, sachez que du coup, là, en fait, il y aura effectivement une demande de remboursement de l'avance.
puisqu'en fait, vous n'aurez pas atteint les cibles d'usage à la fin du programme. La fin du programme étant, en termes de financement d'usage, fixée au deuxième semestre 2023. Sur O6, très rapidement, du coup, on vous a mis la logique. Donc, pareil, sur O6, anticipez, s'il vous plaît, parce qu'on a eu aussi beaucoup d'établissements qui se sont rendus compte au moment où ils voulaient saisir, même pas, au moment de la candidature, plutôt, parce qu'il faut que vous passiez par O6. Il leur restait pas beaucoup de temps pour candidater. Ils se sont rendus compte quelques jours avant la clôture de la candidature qu'ils n'avaient pas de compte O6. Donc, pour tous les établissements que vous soyez en F2, F2, c'est vous avez candidaté, donc vous avez forcément un compte O6. Ou s'il n'existe pas, il va s'ouvrir très, très rapidement. Mais pour ceux qui vont candidater sur la F3, F4, anticipez, vérifiez bien que vous avez un compte O6 associé à votre finesse de candidature, parce que ça prend du temps aussi d'ouvrir des fiches dans O6 lorsqu'elles n'existent pas pour les établissements qui n'ont pas d'accès. Donc, on vous a mis, donc, vous voyez ce que je vous disais en introduction, tout au début de l'onglet CNES, vous avez un encart qui s'appelle fenêtre de financement. C'est ça qu'il faut absolument que vous renseigniez, parce que si ça, vous ne le renseignez pas, eh bien, en fait, les fiches d'indicateurs d'usage en dessous, elles restent grisées. Vous ne pourrez pas les saisir. Donc, ça, c'est à renseigner obligatoirement. Et ensuite, on vous a mis, alors, ça a un petit peu changé là, mais on vous a mis la logique. Alors, c'est très rapide, hein, vous n'avez pratiquement rien à saisir dans O6. On vous demande de saisir votre période d'observation. Ça, par contre, c'est hyper important. Si vous ne le saisissez pas, nous, on ne pourra pas calculer votre taux au niveau national. Et si on ne peut pas le calculer, ben, en fait, c'est considéré comme KO par défaut. Donc, bien saisir votre période d'observation, bien saisir votre dénominateur. Pareil, si vous ne saisissez pas ce dénominateur, on ne peut pas faire le calcul au niveau national et donc ça sera considéré comme KO pour un manque de remplissage. Et saisir votre numérateur de l'indicateur. Vous avez juste à saisir ces 3 informations-là et le reste se fait tout seul. Vous avez un calcul automatique de votre taux et il vous le met en comparaison avec la cible nationale par rapport à la fenêtre de candidature. On a des items en dessous qui sont des items en lien avec les statistiques nationales. En fait, on veut importer la statistique nationale dans votre fiche O6, mais ce n'est pas encore opérationnel. Donc, pour les statistiques nationales, pour le moment, s'il vous plaît, adressez-vous vraiment aux fichiers statistiques d'alimentation DMP et MSS qui sont sur le portail ANS. Alors, les documents justificatifs attendus dans O6. Donc, effectivement, là, je vous ai parlé de ce qu'il fallait saisir dans O6, mais il y a quand même des documents qu'on vous demande, en plus de la saisie. Donc, on vous demande une explication de votre calcul sur les indicateurs, une justification de votre notion de séjour. Hein, on a vu que, voilà, il y avait des choses que vous pouviez retirer du périmètre, etc. Quand vous êtes dans une logique d'aller-venu, donc, voilà, expliciter la manière dont vous avez périmétré les contours de votre séjour, de votre notion de séjour, et un exemple de document complet transmis au DMP, anonymisé, montrant l'intégration des traits INS dans le document, mais de façon non lisible, bien entendu, il faut anonymiser le document, avec la présence du data matrix. Et ce document-là, il est obligatoire pour valider l'indicateur l'aide de liaison de sortie, l'indicateur compte-rendu d'examen de biologie, compte-rendu d'examen d'imagerie. On ne le demande pas pour la fiche ordonnance de sortie ni le bonus compte-rendu opératoire. Mais par contre, si vous êtes au niveau quantitatif OK, mais que vous ne transmettez pas ce document en PJ, eh bien l'ARS, en fait, ne validera pas la cible. Donc, il faut avoir un point de vigilance là-dessus aussi. Donc, un doc PJ dans O6 sur la lettre de liaison de sortie, le compte-rendu de biologie et le compte-rendu d'imagerie, pas exigé pour l'ordonnance de sortie, ni le compte-rendu opératoire. Là, on vous a mis la présentation des fichiers statistiques des données d'alimentation DMP et d'envoi par MS Santé. Donc, il faut que vous soyez muni de votre finesse PMSI. Et en cherchant votre finesse PMSI, vous aurez vraiment l'historique depuis janvier 2021 pour le DMP
sur l'alimentation, sur la manière dont vous avez alimenté le DMP par type de document des indicateurs SunES. Vous n'allez pas retrouver tous les types de documents tels que vous pouvez le retrouver dans l'outil élastique. Là, on met en évidence uniquement les documents qui nous intéressent dans le cadre de SunES. Peut-être, Nolwenn, je te laisse la parole sur les indicateurs et tableaux de bord côté éditeur. Oui, effectivement, c'est une question qui nous a été aussi posée relativement souvent. Et je comprends qu'il y ait eu doute à un moment, parce que dans le cadre des exigences SONS au référencement, il y a des tableaux de bord qui sont obligatoirement à mettre à disposition par les éditeurs dans le cadre de la prestation Ségur. Toutefois, ces tableaux de bord ne sont pas le reflet des indicateurs qui sont attendus pour calculer les cibles dans SunES. Il y a eu souvent une interrogation à ce sujet. Les tableaux de bord qui sont demandés ont été faits de manière relativement décorrélée et pour suivre en fait l'usage qui était demandé et le bon fonctionnement de ce qui est demandé dans le cadre du référencement. Et donc, par exemple, on a pour le DPI, on demande à pouvoir, donc à partir de ces tableaux de bord, extraire avec des variables sur des périodes, sur des finesses géographiques au sein d'un même établissement, les envois, alors sur le DPI très précisément les tentatives d'envoi au DMP ou par MSS, et dans la PFI, on va avoir les envois réellement réalisés parce que c'est la fonction PFI qui fait réellement l'interface par exemple avec le DMP et qui va avoir les retours pour DMP inexistant ou autre, ou s'il y a eu une erreur, un problème technique à l'alimentation d'un document. Et donc, ce sont ces données-là qui sont à fournir dans les tableaux de bord des versions référencées Ségur. Mais vous voyez que ce n'est pas des indicateurs qui sont corrélés à un nombre sur une période, à un nombre de séjours, etc., tel qu'on le fait dans le cadre du calcul d'atteinte des cibles dans SunES. Alors après, il peut y avoir un certain nombre d'informations qui vous permettent d'aboutir in fine au calcul en recroisant plusieurs informations de votre côté, mais les tableaux de bord ne vont pas vous fournir exactement ce qui est attendu dans les cibles à renseigner sur SunES. Voilà pour cette partie. On passe au corpus documentaire et les outils mis à disposition. Oui, juste avant, il y avait une question qui est importante, effectivement. Quelqu'un a relevé le fait, comme on est dans le relevé du nombre de documents qui sont venus alimenter le DMP pendant une période d'observation, comment ça se passe si on génère un document pour un séjour sur un mois et que ce document vient alimenter le DMP sur le mois suivant. C'est souvent le cas, par exemple, pour des séjours en fin de mois pour lesquels on peut avoir des documents qui viennent alimenter le DMP sur le mois suivant. La question s'est posée effectivement dans le cadre de la F1. On s'est retrouvé avec des documents générés dans le cadre de séjours de septembre qui finalement, on ne les voyait pas dans les statistiques de septembre, sont venus alimenter le DMP courant octobre, début octobre, et pour autant, l'établissement le comptait, mais nous, on ne le valorisait pas. Donc, du coup, on a pris la décision dans le cadre de la F1 et on va voir si effectivement on reproduit cette logique dans le cadre de la F2, mais il y a une logique à le reproduire en tous les cas pour notre part. C'est qu'au niveau national, effectivement, donc vous, au niveau local, bien entendu, vous comptez les documents que vous générez dans le cadre d'un séjour sur le mois en question. Pas sur le mois d'après, sur le mois en question. Vous ne changez rien. Ce qui va peut-être évoluer de notre côté, effectivement, c'est qu'on va aller regarder, d'une part, ce qui vient alimenter le DMP sur le mois en question que vous avez déclaré. Et on va aussi regarder ce qui se passe sur le mois d'après au niveau de la CNAM, parce que la CNAM n'a pas la possibilité de rattacher les documents générés aux séjours qui sont à la source de la génération de ce document. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a fait dans le cadre de la F1, où on allait regarder
la statistique de la CNAM par rapport au mois d'observation de l'établissement. Et on a regardé également, du coup, ce qui était déversé également sur le mois d'après pour justement casser le biais des documents générés sur la fin de mois et qui viennent alimenter le DMP sur le mois d'après. Donc, vous, au niveau local, vous ne changez rien. Si évolution il y a, ça sera chez nous au niveau du contrôle national par rapport finalement à l'observation du mois d'observation, enfin par rapport à l'observation du mois que vous saisissez dans O6, mais également de ce qui pourrait être déversé sur le mois d'après. Voilà. Alors, en termes de corpus documentaire, donc la page SunES, là qui va connaître d'ici quelques jours quelques évolutions en termes de mise à jour. Mais voilà, l'information est toujours là, la plus importante. Si on doit vous flécher vraiment les documents incontournables pour SunES, alors pour ceux qui vont candidater, c'est bien entendu le guide des prérequis. Pour ceux qui ont passé la phase de candidature, c'est le guide des indicateurs d'usage et la foire aux questions et les statistiques nationales d'alimentation du DMP et de la messagerie sécurisée de santé. C'est vraiment là, vraiment, si vous devez concentrer votre temps sur une lecture attentive de ces documents, c'est vraiment ces documents qu'on vous recommande. Donc, guide des indicateurs d'usage, foire aux questions et statistiques nationales d'alimentation du DMP et de la MSS. Ce qui arrive prochainement, donc on va vous mettre en téléchargement le modèle d'attestation bonus reprise de l'historique et le modèle attestation HAD. Donc, de toute façon, la FNEAD là et puis les ARS l'ont aussi, mais bon, on s'est dit que ce serait pas mal aussi de le mettre sur le site SunES. Vous avez par ailleurs sur cette page-là la liste des références SunES. Donc, c'est vraiment, chaque ARS dispose d'un ou plusieurs références SunES en ARS. Et donc, ce sont vraiment vos interlocuteurs privilégiés à mobiliser. Ils sont très, très au courant du dispositif. Et donc, voilà, ils seront capables de répondre à vos questions. Et si, voilà, il y a des questions qui demeurent, ils nous les font remonter au niveau national. Voilà, il est 16h01. Eh bien, on a été très, très bonne en termes de respect de timing. Nous avons terminé, du coup, le webinaire. Je pense qu'on a essayé, dans la mesure de possible, de répondre à pas mal de questions du chat. Je suis désolée, on ne peut pas forcément répondre à tout parce qu'on intervient en direct. Mais en tous les cas, on regarde avec attention les questions qui sont posées. Et si celles-ci n'ont pas déjà de réponse dans la FAQ, on les reporte dans la FAQ pour apporter une réponse ultérieurement. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à tous pour vos nombreuses questions. Et puis, à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.